Actualité. On n'a pas de nouvelles de layoffs aujourd'hui, surprenamment. Là. Critique. Si c'est un 91, là, god damn, this game's gonna be glorious. Rumeur. Si tu gardes en tête que ça veut pas dire à 100% que c'est legit, là. Discussion. Puis si la successeur de la Switch n'a pas du backwards compatibility, yo, ça va faire mal. Réaction. C'est pire que Skull Island Rise of Kong. That is crazy. La VIICTIIMINUTE avec Victim. Mesdames et messieurs, bienvenue à la VIICTIIMINUTE du mercredi 31 janvier 2024, où est-ce qu'on jase de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement. Aujourd'hui, en manchette, on parle de layoffs parce qu'on peut pas avoir une journée sans qu'une compagnie se fasse toucher, de Suicide Squad Kill the Justice League, les premières impressions des joueurs commencent à être mises en ligne, du State of Play qui aura lieu plus tard cet après-midi. Mais commençons avec des chiffres. Et oui, c'est rapports financiers season, les amis. On va voir ce qui se passe du côté, ou ce qui s'est passé du côté de Xbox lors de leur dernier quart. Article de VGC qui dit Microsoft has reported a 49% jump in gaming revenue. Rappelle que c'est la même compagnie la semaine dernière qui a mis à pied plus de 1000 personnes. You gotta love the gaming industry. For its second fiscal quarter, driven by the acquisition of Activision Blizzard. C'est Tom Ivan qui a le full report et il rajoute en plus Microsoft sets all-time records for monthly active users. Fait que c'est un peu plus difficile dans ces situations-là de justifier les layoffs quand que... En tout cas, je me fie aux headlines. Je ne connais pas le portrait global au sein de Xbox, au sein de Microsoft. Mais tu sais, tu regardes ça, tu vois les headlines de last week qui parlent de layoffs puis de plein de monde qui ont été affectés au sein de studios qui appartiennent à Xbox. C'est comme, weird, right? Microsoft has reported a major jump in sales for its Xbox division during its second fiscal quarter. The company completed its acquisition of Activision Blizzard on October of 2023. In the process, taking ownership of franchises including Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, and Overwatch. That was reflected by a significant rise in sales during the quarter ended December 31st, with gaming revenue up 49% to $7.1 billion. Including 44 points of net impact from the Activision deal. Je comprends pas. 44 points, c'est genre 44% du 49? Probablement, je sais pas. Xbox content and services revenue rose 61%, driven by 55 points of net impact from Activision. Fait qu'on voit que ça a quand même eu un gros jeu. Là. Si c'est Jurley qui dit que c'est ça, je vais me fier à ce que Jurley qui dit. Mais c'est ça, on voit que ça quand même, c'est une grosse portion là, des chiffres pour Xbox de manière globale. While Xbox hardware revenue was up 3% year over year. Donc au niveau des ventes des consoles, donc Xbox Series S et X, on a une petite augmentation de 3% comparativement à l'année dernière. Mais l'affaire qui arrive, c'est une augmentation de 3%. Et là, on va en venir là, plus loin dans l'article. Microsoft est un peu déçu des ventes de Xbox Series dans cette génération-ci. On en reparle dans quelques instants. On va vous expliquer pourquoi. As spotted by games industry analyst Morrow NL, Microsoft said in a new 10Q filing that it now values the purchase price of Activision Blizzard at $75.4 billion. Up from $68.7 billion originally forecasted when the deal was announced in 2022. Puis il me semble que ça c'est la somme qu'ils ont payé justement. Fait que au final, ils ont comme fait de l'argent en termes de valeur de la compagnie. Là. C'est sûr que Activision depuis ce temps-là ont sorti d'autres jeux qui ont généré d'autres revenus. Fait que c'est ce qui fait en sorte que l'évaluation est supérieure. The net impact of Activision Blizzard on Microsoft's results last quarter was $2.1 billion in revenue and a $437 million operating loss.
Fait que, en tout cas, je ferai pas des calculs mathématiques vite fait ce matin, là, mais je vous invite pour voir comme à quel point ils ont fait du cash. Faites 2,1 milliards moins 437 millions. Il reste encore beaucoup de cash dans les coffres. Update à l'article qui a été posté suite justement au earnings call. CEO de Microsoft Satya Nadella offered the following comments on the company's gaming division during its earnings call. This quarter, we set an all-time record for monthly active users on Xbox, PC, as well as mobile. Goddamn. Where we now have over 200 million active users alone, including of Activision Blizzard games. Fait que ça, avec l'acquisition de Activision Blizzard, aide à booster les chiffres. Surtout que Call of Duty, un des jeux les plus populés en termes de player base, ça l'aide dans maudit, ça. Hein? With our acquisition, we have added hundreds of millions of gamers to our ecosystem as we execute on our ambition to reach more gamers on more platforms. Ce qui est la mission, la vision, le mot d'ordre pour Xbox depuis les dernières années. With cloud gaming, we continue to innovate to offer more players more ways to experience the games they love, where and when and how they want it. Our streamed increased 44% year over year. Great content is key to our growth. And across our portfolio, I've never been more excited about our lineup of upcoming games. Il parle aussi de Indiana Jones, Game Pass, Starfield, etc. etc. The current quarter ending in March, Microsoft CEO Amy Hood forecast in gaming, we expect revenue growth in the low 40s, including approximately 45 points of net impact from the Activision acquisition. We expect Xbox content and services revenue growth in the low to mid 50s, driven by approximately 50 points of net impact from the Activision acquisition. Hardware revenue will decline year over year. Donc, au niveau de la vente, là, au niveau du revenu des ventes de Xbox consoles, il s'attend à une baisse. Puis là, je pensais que l'article avait le quote exact, mais je vais aller le trouver. Là. Je pense que c'est Bungie qui l'a mis sur son Twitter account. Hold up. Where is it? There it is. C'est un peu qu'est-ce que je viens de lire là. Amy Hood says on the Microsoft earnings call that there was a weaker than expected performance for the console market Xbox. Et là, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre pourquoi Xbox vend moins que PlayStation, right? On en parle quand même de manière exhaustive de cette console war, right? Des visions, des stratégies différentes. Xbox est all-in sur le contenu, les services, avec Game Pass, xCloud, tout ça, right? Comme j'ai dit, leur messaging, c'est de pouvoir jouer n'importe où, à n'importe quel moment, sur n'importe quel appareil. Puis le killer app pour Xbox, il y en a qui pensaient que c'était Starfield. Si on se fie aux impressions, aux critiques, puis au overall retention de Starfield, not quite it, right? Le killer app pour Xbox Series, à mon avis, ou Xbox en général, là, reste à ce jour, 4 years ou presque into the generation, c'est Game Pass. Comme Blocky dit, still waiting for a system seller. Le system seller d'Xbox en ce moment, c'est Game Pass. C'est un abonnement. Fait que pour du monde là, qui suit pas toutes les actualités, qui écoute pas la VIICTIIMINUTE, là, qui connaissent pas tous les jeux qui sont ajoutés sur Game Pass, puis à quel point que Game Pass c'est le best deal in gaming, ils attendent toujours là, cette big AAA là qui pourrait être Indiana Jones, I don't know, pour vendre une machine. Tandis que PlayStation, de son côté, là, je suis pas ici pour discuter de la qualité des jeux de PlayStation. Là. Je sais qu'il y en a qui disent que PlayStation 5 a toujours pas de system seller, which I disagree too, mais bref, ça c'est mon opinion. Mais tu sais, quand t'as des titres sur PlayStation qui sont genre Marvel Spider-Man 2, Last of Us Part 1, Part 2, fucking Returnal, Ratchet and Clank, tu sais, the list goes on. C'est beaucoup plus... je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui me vient en tête. Alléchant. Intéressant, c'est mieux de même. Intéressant de acheter
cette machine-là pour avoir tes exclusivités dessus. Versus que Xbox, ben non seulement t'as pas de system seller, mais tu sais, si t'as un ordi, tu peux quand même avoir accès au travail de la plateforme Xbox aussi, là. Fait que, il y a toute cette notion-là qui fait en sorte que niveau vente de Series Consoles, c'est moins élevé. Je suis un peu déçu qu'on n'a pas des chiffres exacts, right? Parce que Xbox, comme j'ai dit, il focus toujours sur les active users, les gens qui jouent au jeu, le nombre d'abonnements de Game Pass, quoi que ça fait un bout qu'on n'a pas eu un update par rapport à ça. Je serais curieux de savoir combien spécifiquement il y a de Xbox qui ont été vendus depuis son lancement en novembre de 2020. Est-ce que c'est tout pour Xbox? Oui, mesdames et messieurs, on enchaîne avec la prochaine compagnie qui a eu son earnings call hier au travers de la journée. Electronic Arts. Augmentation de 1% au niveau de leur retombée financière. 2,4 milliards de dollars. Y a-t-il des layoffs du côté de EA dernièrement? Je pense pas, hein? Continuez le même. Continuez à vendre les microtransactions dans FIFA, s'il vous plaît. Les emplois des gens dépendent des fucking Ultimate Team Packs dans FIFA. Mais check this out, justement, parlant de FIFA, là, parlant de microtransactions. That's fucking insane to me. Que 73% de leur retombée annuelle vient de fucking live service games. On parle d'une compagnie ici, guys, qui a sorti Star Wars Jedi Survivor last year. Un big ambitious AAA associé à une propriété intellectuelle. Mais reste que 73% des retombées, c'est fucking live service. Tu sais, quand on parle de live service games, d'initiatives live service qui pop-up de studios qui n'ont pas nécessairement un historique de faire des projets live service, well, there you go. This is why. It fucking makes a lot of money. Puis aussi, EA aussi, faut pas oublier que ils ont toutes leurs initiatives mobile as well, right? Que ça avec, c'est un driving force en termes de revenus. Fait que ça l'aide aussi, là. C'est pas juste FIFA qui génère les revenus live service, quoique pas mal sûr que ça doit être comme un gros chunk de ça. C'est Apex Legends aussi, qui est un autre driving force en termes de live service revenue. Donc, yeah, man. C'est fou de voir les chiffres au niveau de comme les retombées financières, là. Pour ça prend 15 ans à avoir un nouveau GTA, les maudits live service. Ben, les live service, c'est là que l'argent est fait, là. It is what it is. Merci, Benito. Puis check this out aussi. EA Sports FC. On se rappelle que 2023, c'était la première année de EA Sports FC, anciennement connu sous le nom de FIFA, right? Ils ont changé le nom. On se demandait un peu l'impact de tout ça. Vu que, ben, peut-être le messaging allait pas être autant clair, right? Les casual gamers, c'est pas les plus informés. Semblerait-il que ça a absolument rien changé, quoique EA en ont bénéficié. Outperform guidance, up 7%. Là, ça dit up 7%. J'imagine que c'est une augmentation de 7% versus l'année dernière. Fait qu'ils ont changé de nom. Si c'est bel et bien véridique, là, ils ont changé de nom. OK? Ils ont dû investir je sais pas combien de millions d'argent pour dans des campagnes de marketing pour que le message passe. Comme quoi que, hey, on a changé notre nom. C'est plus rendu EA Sports FIFA le chiffre de l'année. Et ils ont vendu plus que cela de l'année passée. Tu sais? That's crazy. Madden NFL bookings growth of 5%. Ça avec une augmentation. Console grew 3%. PC and other flat. Mobile up 2%. Si jamais vous voulez avoir toutes les slides and information, là, c'est sur le site de EA. On a même le fucking stock price. Je savais même pas qu'il y avait ce site-là. Fait que, yeah. Things are doing good du côté de EA. Par exemple, si vous annoncez des layoffs, ça va être déçu en maudit, là. Come on now. Come on now. Y en a-tu un autre slide? C'est pas mal ça pour les chiffres. Il y a cet article-là aussi qui est paru. Comme quoi que Andrew Wilson, le CEO, le PDG de EA,
a commenté sur the next Nintendo hardware, les amis. The exec responded by saying that he would not comment directly. The launch of a more powerful hardware has typically benefited its franchise comme FC, Battlefield and Apex. Fait qu'il a pas dit grand chose, mais more powerful hardware. This is a good sign. On prend les breadcrumbs d'informations concernant la Switch 2, les amis. I can absolutely not comment on anything that has not been announced, il a dit, or acknowledged it in any way. When asked about reports that a new Nintendo console will release this year, what I would say, however, is to the extent that platforms over the course of the last 20 years have offered improved CPU, GPU, memory, battery life, screen resolution, to the extent that those things have happened, where we're able to deliver more immersion for our players, particularly around our biggest franchises like FC, like Madden, like Apex, like Battlefield, that has typically been very good for our business. Our players' ability to really experience our games at the highest level has typically worked out very well for us. Fait que c'est vraiment pas grand chose, mais ça suggère que la Switch 2 est plus performante que la Switch qu'on a. En même temps, one would argue que c'est pas difficile à battre, right? Switch, la Switch en ce moment, c'est l'équivalent d'un toaster. Fait que there you go. We're still waiting for that official announcement, Nintendo. Ensuite, concernant Battlefield, vraiment le prochain jeu ne viendrait pas avant 2025. Et en voyant ça, je me suis dit, I'm not surprised. Ils sont un peu dans une situation particulière, EA et DICE avec Battlefield, puisque, on se le rappelle, Battlefield 2042, au lancement, là, je sais que le player count a augmenté dernièrement. Là, il a même atteint son pic il y a pas si longtemps. Là, on peut aller checker vite sur SteamDB. Là. Où est-ce que ça se situe en termes de player count? Ça fait un bout qu'on l'a pas checké. Battlefield 2042. Let's see. Peak en ce moment est de 11. En fait, non. Player count en ce moment est de 11 000 personnes. Mais c'est ça. Il y a 3 mois, là, le peak était de 107 000 joueurs sur Steam. Mais yeah, comme on peut voir par les user reviews, ça n'a pas été le smoothest launch du côté de Battlefield. Fait qu'ils sont un peu. Battlefield 2042 était un peu un titre genre we're going back to the drawing board. Mais là, ça n'a pas marché. Fait que we gotta go back to the drawing board once again. Fait que, yeah, pas surprenant de voir tout ça. Va falloir qu'ils essayent de sauver les meubles avec Battlefield, qui, tu sais, n'est toujours pas capable de re-atteindre les pics de la franchise avec les Battlefield 4 de ce monde. Je ferai pas l'exercice, là, mais, tu sais, faites juste voir combien de gens jouent à genre Battlefield 1 ou encore Battlefield 4 versus Battlefield 2042. Ça vous donne un peu un aperçu de les impressions des joueurs, là, tu sais. Il me semble au début de la vie de la Switch, les jeux qui sortaient avaient pas de problème, puis là, tous les jeux ont des problèmes de performance. Ben, c'est normal, ça, c'est Nope. T'as du hardware qui, je l'expliquais cette semaine, je pense, ou la semaine passée. Le hardware, là, c'est quelque chose qui reste stable. Genre, les spécificités restent stables, tandis que les jeux, ben, ils augmentent au fil des années, là. La Switch, elle a 7 ans. Elle va avoir 7 ans next month. Right? Fait comme, c'est normal. C'est totalement normal que les jeux de Switch ne sont plus adaptés, ou les jeux modernes ne sont plus adaptés pour les spécificités de la Switch, là, tu sais. J'avais vu qu'il était à la vente à 10$. Battlefield, c'est-tu pour ça que les numbers ont augmenté du côté des players? Ça se peut très bien. Ça se peut très bien. During the earnings call, si on vient à Battlefield, Stuart Canfield, the EVP and Chief Financial Officer of EA, shared some news regarding EA's plans for its non-sports title over the coming years, and it looks like we could be waiting a long time for a new Battlefield game to emerge. Stuart Canfield noted that EA is looking for iconic new releases in fiscal year 2025,
and beyond, which includes franchises such as Battlefield, Mass Effect, and Star Wars. Mentionne pas Dragon Age. Fait que potentiellement ça sort cette année, right? New teaser for an upcoming Mass Effect game was revealed in November of 2023, and it looks like the game may not release until as late as 2029. See boy. And the upcoming Star Wars game, including the third Jedi Survivor game and Respawn Entertainment's new FPS game, also looks to be years away. But Battlefield fans may be able to jump into a new game much sooner, although don't expect it this year. EA is currently fully invested in Battlefield 2042, which is heading into Season 7 in March of 2024. Andrew Wilson, the CEO of EA, said in an earnings call that our team is working hard to deliver for the community with increasingly engaging live services like the recent announcement of Battlefield 2042 Season 7 with new maps, weekly missions, and much more. À this point, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas bien le choix de continuer à supporter Battlefield 2042 parce que il y a probablement une certaine entrée d'argent qui est faite malgré que le taux de joueurs est quand même bas pour un mainline Battlefield game. Excusez, ça me pique le nez. Que si, admettons, il disait ah, on abandonne les projets, on arrête de supporter le jeu, là, tu sais. Although EA is heavily focused on Battlefield 2042 right now, it looks like a new Battlefield game could be in the works, as Andrew Wilson stated that multiple studios are working towards building an expansive universe for its fans, saying, "We're making investments in the future of the Battlefield franchise. Our exceptional team from multiple world-class studios working with cutting-edge Frostbite technology are building an expansive community-focused Battlefield universe for fans." Et si je me trompe pas aussi, une des OG personnes là, dans le video game business, Vince Zampella, il a switch de rôle dernièrement, right? Let's see. Respawn Entertainment. Y a une page Wikipédia pour Vince Zampella? Me semble que il y avait shift pour être en charge de Battlefield. Voyons, mon ordi lag donc ben. Insider Gaming, what are you doing to my PC? Ben, c'est drôle, là. La seule affaire que j'ai trouvé, c'est ça ici. C'est un post des Game Awards. Mais exact, c'est ça. Vince Zampella qui gérait Respawn, là. Fait qu'il a oversee le développement de Call of Duty. Ben, Call of Duty avant Respawn. Apex, Landfall, Star Wars Games. Là, c'est lui qui gère le futur de Battlefield. Fait qu'il a quand même beaucoup d'expérience en matière de first-person shooters. Fait que il va avoir la lourde tâche de ramener Battlefield à ses années de gloire. Et parlant d'années de gloire, les amis, est-ce que ce serait un retour de Burnout? Fans think Need for Speed developer Stellar could be teasing a new Burnout. Oh la la! What could this be? POV are about to be rear-ended, reads the teaser image posted to X. Il manque de contexte, mais alright. A tweet from Need for Speed developer Stellar Entertainment has caused some fans to believe it could be teasing a new Burnout game. Stellar Entertainment has previously worked on Need for Speed Unbound, Need for Speed Remastered, and Burnout Paradise Remastered, and now fans think it could be teasing another game in the Burnout series. Our way of giving you kind of weird insider intel about what we're working on without actually telling you what we're working on, the post on X reads. And the bosses still haven't issued any takedowns. Happy days, it continues. Attached to the post is an image reading POV you're about to get rear-ended. The reference to rear-ending and takedowns have caused speculation, with takedowns being in-game name for destroying an opponent's car in the racing series. Takedown was also the subtitle for the third game in the series. Qui est-ce que Burnout 3 Takedown c'est le meilleur Burnout? Parce que dans le temps où est-ce que j'écoutais genre Reviews on the Run,
Pas mal sûr que Victor Lucas puis Tommy Tellerico étaient comme yo, this fucking game rules. Il y a aussi Burnout Paradise qui est très bien coté. Lui puis Revenge sont pas mal égaux. Yeah. In response to this, fans were quick to point out that the post could tease the long-awaited return to the racing franchise. Remake Burnout 3 Takedown. Where do I pay? One user wrote in response. Hope you guys don't get burned out developing this. Despite demand for a new entry in the series, the last traditional Burnout game was Burnout Paradise, which released in 2008. Oh my god, ça fait autant longtemps que ça, là. Ça fait 16 ans. Damn. Moi, je me souviens, j'avais boot up Burnout Paradise back in the day. Puis genre dans les opening moments, là, dans l'intro, t'as justement Paradise City qui joue de Guns N' Roses. Puis c'est tellement un nice intro, là. Genre racing in the car, là, de Take me down to the paradise. C'est fucking nice. Mais on n'a pas eu un nouveau Burnout depuis 2008. Il y a eu le remaster de Burnout Paradise justement, mais comme aucun autre Burnout original depuis ce temps-là. That's crazy. OG franchise qui dort là, dans les coffres de EA. Fait que c'est ça pour tout ce qui est relatif à EA. Cependant, on n'a pas fini de couvrir les rapports financiers. Parce qu'on a ceux de Capcom maintenant à passer au travers. Capcom, net sales up 33%, operating income up 43%, game sales up from 29.1 million units to 32.6 million units year over year. Qu'est-ce que Capcom a sorti last year? Resident Evil 4, Street Fighter 6, some Mega Man collection. Separate ways, I guess. Am I missing something? No. Ghost Trick. Ghost Trick Remastered. Je pense que c'est tout. Of course, ces deux gros jeux, c'était Resident Evil 4 et Street Fighter 6. Monster Hunter Now. I guess. T'as raison. J'avais oublié que ça existait. On track to achieve 11 consecutive years of operating profit growth. Et là, on a Dragon's Dogma 2 qui s'en vient. In about 2 months. Phoenix Wright. Fuck, c'est vrai, j'ai pas essayé Phoenix Wright encore. God damn it. Ace Attorney, Apollo Justice Ace Attorney Trilogy qui est sorti la semaine dernière. Quoi d'autre qui s'en vient du côté de Capcom? Monster Hunter, le nouveau là, qui a annoncé au Game Awards, mais ça c'est far off. Donc, yeah! Capcom qui pop off, you love to see it, man. Good on them. Et justement, une des forces là, qui aident à connaître du succès, c'est Resident Evil 4 Remake. 6.48 million units en date du 31 décembre 2023. Should be over 1 million sales alone in the last quarter. Fait que presque 7 millions de copies vendues pour Resident Evil en about 8 months. Je suis curieux. Allons voir un comparatif. Resident Evil Remake Sales. Oh, où est-ce qu'il se situe avec les autres remakes? Yeah, Alexis. Eh ben, happy partner anniversary. I know, moi avec, je vais être comme today. Resident Evil 2 Remake, depuis sa sortie en 2018? 19? C'est quand qu'il est sorti Resident Evil 2 Remake? C'est pas écrit. 2019. 13 million copies. Fait qu'on a presque atteint la moitié des ventes de Resident Evil 2 Remake. Mais là, attends, ça dit Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 2. Mais les compile-tu les ventes aussi de Resident Evil 2 OG? Ok, non, c'est là, N64. Ce graphique-là est mélangeant un petit peu. Et ok, il classe ça genre par numéro. Resident Evil 3 voir remake 8 million. Et ça sorti en 2020.
Fait que, yeah, man. Some good sales pour Resident Evil 4. One of the greatest games of the last year. On a un quote là justement du earnings call regarding catalog titles sales. Monster Hunter series delivered solid sales driven by the announcement of Monster Hunter Wilds, an all new addition to the series. J'ai vu notre boy Evioxis dire qu'il était accro à Monster Hunter World sur Twitter ce matin. Si tu veux en parler, il y a un dude qui s'appelle Max des Névralgiques qui lui aussi a le même problème d'être accro à Monster Hunter. Fait qu'il faudrait vous starter un support group, les Monster Hunter Anonymous, pour parler de l'addictive nature de Monster Hunter. Further, Resident Evil 4 launched in March of 2023, contribute to sales growth. Ça, je l'ai dit. Supported by ongoing promotional measures, including free title updates for PSVR 2, which is crazy, right? Non, là, Max, c'est sur Like a Dragon. Oui, en ce moment, mais je parle overall. C'est comme le Resident Monster Hunter guy dans la Twitch. Dans la sphère Twitch franco-canadienne. C'était plus ça que je voulais dire, mais effectivement. Merci Nashi pour le Partner Anniversary Shoutout. Twitch là sont foufou. Il a streamé hier. Un streamer qui stream? Impossible. Et je complète notre segment Numbers avec cet article-là qui met un peu en perspective l'état de l'industrie en 2024. Tencent, the biggest company établie dans le gaming, qui se dit inquiète parce qu'elle pense pouvoir perdre son statut de World's Largest Gaming Company à cause qu'ils ont sous-performé en 2023. Là, on a Activision Blizzard et Xbox là, en fait, Xbox avec l'acquisition de Activision Blizzard qui se hisse aux côtés de Tencent. Yeah, get fucked Tencent, effectivement. Tencent says it has found itself at a loss in the face of significant challenges. Puis j'écoutais encore une fois le Giant Bomb podcast ce week-end, puis Jeff Grubb il disait comme quoi que là il y a des lois en termes d'investissement qui ont comme changé en Chine, puis là ça impacte un peu justement les compagnies comme Tencent. Là je paraphrase, là, j'ai aucune idée des détails exacts de tout ça, mais apparemment ça serait quelque chose qui influence les retombées au niveau de ces compagnies-là. Là. During Tencent's annual meeting this week, co-founder and CEO Pony Ma said its gaming business, which accounts for over 30% of the Chinese tech giant's revenue, underperformed in the face of stiff competition last year. Gaming is our flagship business, but in the past year we have faced significant challenges. Ma said, according to Routers, we have found ourselves at a loss as our competitors continue to produce new products, leaving us feeling having achieved nothing. Mon Dieu. While other older hits like Honor of Kings and PUBG Mobile continue to perform strongly, Ma reportedly said, Tencent's latest games haven't lived up to expectations. According to data published in November by research firm Newzoo, Tencent was easily the world's largest publisher by revenues in the first half of 2023. Despite a 3.6% year-on-year decline, Tencent's gaming revenues during the first 6 months of last year totaled $15.4 billion. Hey, vous faites pitié. That placed it well ahead of second place Sony $8 billion and third place Apple $6.9 billion. Mais je disais Xbox qui s'alignait proche de Tencent, c'est même pas dans le top 3. C'est Sony puis Apple. Microsoft's gaming revenue would have totaled $10.4 billion if Activision Blizzards were included, but its acquisition of the Call of Duty publisher hadn't been finalized during the period in question. Ok, c'est ça. Fait que si on compte l'acquisition, c'est le deuxième en termes de revenus générés. Fait que je suis pas dans le champ même. C'est Tencent qui suce le cash de tout le monde. Là. Puis Tencent aussi, qui ont des parts dans, on dirait, toutes les compagnies, là, ou presque. Là, c'est fou.
Tencent and fellow gaming giant NetEase saw almost $80 billion wiped off their market value last month after China's gaming regulator proposed new rules to limit spending on online games. C'est exactement ce que je faisais référence. There you go. Je suis content que l'article le mentionne pour pas paraître comme si je disais n'importe quoi. Là. Mais c'est ça que je faisais référence dans les règles ou les lois là, par rapport à tout ce qui est investissement. Là. Fait que ça, c'est faire en sorte que justement les revenus, les chiffres de ces compagnies-là sont affectés. However, their shares recovered somewhat last week after the regulator removed the draft rules from its website, leading to speculation that could be modified to be less restrictive to gaming companies. Fait que ça ressemble à ça pour le segment numbers d'aujourd'hui. Next week, on va avoir les numbers pour Nintendo. Fait que get ready for some Switch sales updates. Mais d'ici là, let's talk about our favorite stuff in the industry, les amis. Et oui, c'est le temps de notre segment quotidien all about Layoffs. Et oui, encore une fois, on peut pas passer une journée sans qu'il n'y a pas de mise à pied qui se donne. Right? Qu'est-ce que j'ai dit hier? Right? On parlait de changement de leadership au sein de Activision, au sein de Blizzard. Puis là, je disais, hey, Blizzard, right? Je suis optimiste pour le futur. Literally a couple of hours later, mets à pied d'autres mondes. Hey, you gotta love this industry, man. You gotta love it. More layoffs at Activision Blizzard Target Esports Division, rapporté par Insider Gaming. Donc, just days after Microsoft let go of 1,900 people, the company is holding more layoffs at Activision Blizzard. According to Charlie Intel, it appears as though a major of the esports team at Activision Blizzard has been let go. The layoffs happened just 2 days after the Call of Duty League wrapped up its Boston Breach Major 1 events. Scott Parkin, former senior manager of esports operation at Activision Blizzard, took to Twitter to confirm the news while venting frustration. Hey, check this out. Ça, c'est comme the worst fucking thing you could do. They did it. They actually did it, he said. They let us work with that over our heads and laid us off on our first day off. The lack of common decency is a joke. Fait que, I'm painting a picture right now, pour ceux qui n'ont pas compris ce que tout ça veut dire. Au 13 dernier week-end, il y avait un événement pour le Call of Duty League, right? Un gros événement présentiel où est-ce que les teams jouaient pour... c'est comme un tournoi, là, pour le classement de la saison, right? Et là, la nouvelle des layoffs au sein de Xbox, Activision Blizzard, est parue. Mais ils n'ont pas dit à ces employés-là qui travaillaient à l'événement qu'ils étaient affectés. Fait que ces gens-là, là, right, qui travaillaient à cet événement-là, étaient en mode « Oh fuck, genre, est-ce que nous, on va être affectés? On travaille en ce moment, tu sais, comme on a des obligations à respecter, right? On est en charge d'un événement. Ils peuvent pas, genre, nous mettre à pied pendant qu'on travaille, ça n'a aucun sens. Fait que, tu sais, tout le week-end, il y avait cette petite crainte-là. Mais tu sais, tu te dis, ils m'ont pas dit que j'étais laid off alors qu'ils ont éliminé 1900 postes. I should be good. Mais non, tabarnak, ils ont laissé l'événement run et ils ont attendu à la fin de l'événement que tout soit wrapped up pour faire comme hey, by the way, we're letting you go. I fucking hate this industry sometimes. À quel point que tu t'en calisses de l'être humain pour faire ça? Pour ceux qui suivent ou qui suivaient le Overwatch League, un des casters, là, Matt Morello, Mr. X, je pense que c'est son nom, il a aussi commenté back in the day du Call of Duty. Also confirmed he had been let go as part of the layoffs. Aussi, il y a tout comme ce qui se passe avec le Overwatch League, là, que je pense que ça a été dissous. Il regarde comment comme retravailler la ligue compétitive pour Overwatch. Fait que, of course, ça l'impacte les employés à ce niveau-là. Il dit, unfortunately today, along with a lot of other amazing esports folks, I have been let go from Blizzard. He said on Monday, Microsoft appointed former Activision executive Johanna Faries as Blizzard's next president. She is expected to start in her role with Blizzard on February 5th. Là, on a un update de justement Mike Schrock qui a écrit l'article pour Insider Gaming qui dit Activision has declined an official comment on the layoffs within the esports team.
However, sources tell me that the esports department of the company isn't shutting down entirely. Instead, the company, I'm told, is going to a new business model that required changes to be made. There's currently no estimate as to how many people were let go from the Activision Blizzard in the latest round of layoffs. It's also unclear with these layoffs, if these layoffs are part of the announced 1900 cuts. D'après moi, oui. Là. Le timing est très particulier. Là. That said, it's rumored that there are only about a dozen people left on the esports team within the company. Sources tell Insider Gaming that the esports division isn't going away, rather than just a new business model. Là, par exemple, ok, là, je viens en lisant tout ça, il y a une petite cloche qui m'a sonné dans mon former esports guy head. Si je me souviens bien, là, pour que les organisations d'esports fassent partie de la Call of Duty League, faut qu'ils payent un montant. Et là, je sais pas, je me souviens plus exactement c'est quoi, mais me semble que c'est 25 millions de dollars qu'ils doivent payer pour faire partie de la Call of Duty League. Est-ce que je suis capable de trouver? How much does it cost to buy into the Call of Duty League? A CDL franchise slot costs approximately $25 million US, according to ESPN. Et il y a combien d'équipes? 12! Et il est passé où ce cash-là? I mean... What are people doing with the money, dude? Il y a de quoi qui marche pas, là. Il y a de quoi qui marche pas à ce niveau-là, là. That's crazy. Ça, j'en ai parlé, là, le decline to comment. J'ai some reactions. On a justement Optic Hitch, qui est creative director chez Optic Gaming, qui dit I hope we go back. That's the only positive I can see from all this. So many mistakes, so much greed. Esports used to be run on passion. Fait qu'il y a Call of Duty Esports qui mange un coup. Halo Esports a mangé une volée aussi. Dernièrement, Smash Esports a mangé une volée. Avec toutes les restrictions au sein de Nintendo. J'ai vu un autre take ce matin de Mr. Adam P. qui gérait anciennement tout ce qui était Call of Duty Tournaments au sein de MLG back in the day. Il dit If Microsoft Activision Blizzard let me run MLG from within, gave me the ability to run CWL qui était avant le Call of Duty World League next to Halo and their amazing esports team and other internal IP, we would build the most powerful internal marketing engine in the industry. Bring back folks like Action Pies, Ad Drake, and other superstars from MLG and CWL, and there are a lot of chopping at the bit to get another crack at this. It doesn't need hundreds of employees or 100 millions in funding. It could literally be folded into internal marketing beats and lift all ships. It can also be done fiscally efficient with common sense and reasonable spending, would send shockwaves through the industry. I have always dreamed of a room of massive open brackets similar to Evo, but for games like Halo, Call of Duty, Gears, Overwatch. Man, ça là, we're going back là. Moi là, je me souviens quand que je suivais les teams de Halo 3, les tournois de Halo 3 sur MLG.com, man. Puis, ce qui était cool, c'est que il y avait des opportunités pour les équipes amateurs de percer puis de jouer contre les équipes professionnelles. Il y avait comme un open bracket où est-ce que t'étais une team de 4, tu t'inscrivais puis tu compétitionnais dans un assez gros pool d'équipes jusqu'à temps que tu te rendes à la fin de ton bracket puis que tu fasses partie de comme les championship teams. Puis ça te donnait une opportunité d'établir puis de faire ton nom dans la communauté, dans la scène. Là, quand t'as des ligues genre structurées comme le Call of Duty League, où est-ce que c'est des organisations qui buy in, c'est un peu plus difficile de comme percer à ce niveau-là. Là. 10,000 people in a room landing, talk about hitting your core demo right in their take my money soul. Sadly, ce n'est plus le cas. On est rendu loin de tout ça. Là.
Podvin dans le YouTube chat qui dit in my opinion, ça semble trop run top-down puis pas bottom-up. Ben exactement, là, comme c'est pas pour rien que le esports business model depuis les dernières années il se fait rentrer dedans comme un truck. Là. Combien de esports organizations ont shut down ou ils ont coupé des postes à cause que c'est plus rentable? Fait que yeah, sad stuff. Toutes les industries se font toucher, man. Mais j'en reviens pas. Comme, they lay off people dans le esports division, mais 25 millions de buy-in pour le Call of Duty League. That's crazy, dude. Par équipe! Par équipe! Mon café il commence à être froid, là. Dans d'autres nouvelles de layoffs, parce que, of course, we ain't done talking about it. Selon un notice là, qui a été publié par un Twitter bot. I know, attends, let me run with this. SEGA mettrait à pied 61 employés au sein de sa division américaine. Encore un autre report de Insider Gaming. The news was broken via an automated Twitter bot that posts the latest worker adjustment and retaining notification. According to the notice, the 61 employees will be let go as of March 8th. So far, SEGA of America hasn't commented on the cutbacks. J'ai un follow-up du côté de VGC qui dit VGC has confirmed via the State of California's Employment Development Department that SEGA of America has given notice of plans for 2 separate layoffs of 49 staff and 12 staff, both of which will be made effective on March 8th. According to number employee information resources, SEGA of America has roughly 440 staff, meaning a layoff of this nature would theoretically affect around 13% of its workforce. SEGA has yet to officially announce layoffs. VGC has contacted the company for a statement. Encore une fois, si les gens au sein de SEGA of America l'ont appris via un fucking Twitter bot et non directement de la compagnie, quoique c'est général l'annonce du Twitter bot, mais quand même, là, we gotta be better than this. Please. Encore une fois, pensez à l'humain derrière tout ça. Pensez au dude là, qui vit prend paycheck to paycheck, qui a une maison à payer, un appart à payer, un char à payer. Soyez transparent, comme. Avisez-les, donnez-leur du préavis, faites de quoi là? C'est crazy. Mais tout le monde va layoff, c'est un cercle vicieux. En ce moment, oui. Tout à fait. Comme, tu peux pas t'en sauver. Tu travailles une tech, video games, 90% des chances tu vas te faire mettre dehors. C'est cave là. That is the state of the industry. Les trucs montent, on dépense plus, on coupe, donc le entertaining, c'est plus une priorité. Le entertainment, tu veux dire? Genre, si t'as pas de money, tu vas couper là en premier. Mais comment tu. Admettons, Alexis, je sais pas si c'était là quand on parlait de Xbox, mais comment tu peux justifier, admettons, Xbox qui a des record engagement, record revenue, puis qui coupe quand même des postes? Tu sais? C'est ça qui est weird. C'est ça que je comprends pas. Sad, man. Sad, sad stuff. Stop laying people off, for fuck's sake. God damn. I'm sick and tired of covering this shit every single day. Let's talk about Ubisoft now, parce que quoi qu'il n'y a pas de mise à pied qui ont été annoncées hier ou aujourd'hui, mais apparemment, le moral y est bas et il y a des tensions à l'interne. Inside Ubisoft, un article, encore une fois, de Insider Gaming. Puis non seulement ça, mais aussi ça nous donne un peu un portrait de comme les ventes et de la performance de certains des jeux du côté de Ubisoft. Fait que c'est quand même un article pertinent que j'ai lu en diagonale hier soir. Fait qu'on va le lire ensemble, on va en discuter. Puis man, que Insider Gaming, vous me tapez ses nerfs. Si j'active Adblock là, allez-vous me dire de disable? Ok, nice, cool. Shit's annoying là, toutes les annonces sur ce site là. God damn.
Je pense pas que le monde coupe tant que ça l'achat des jeux. Je pense que les grosses compagnies se protègent de quelque chose de plus gros s'ils le font tout. Je trouve dans la vie, s'il y a bien quelque chose de pas cher, c'est des jeux. T'es each its own, man. Pour certains. Nice! Got that payment from la ville de Blainville, les amis. Wouhou! Money in the bank today. On aime ça. Speaking of money. Désolé. Fallait que... J'étais dans le néant, là. Je savais pas qu'est-ce qui se passait avec ça, là. Comme, est-ce que j'ai update les PC pour rien? For free? Did I do that shit for free? Je viens d'avoir un notice par courriel. That's pretty cool. Ça retire une soirée qui coûte bien plus cher. Yeah, non, je comprends ce que tu veux dire. Alex, ça a du sens parce que, tu sais, au niveau, si tu compares à d'autres hobbies, d'autres passions, les jeux vidéo, ça coûte pas tant cher in the grand scheme of things. Quand même, 100$ pour un jeu, pour certains, ça peut être énorme, là. Tu sais, comme, je pense à mes jeunes, là, qui travaillent pas, ils dépendent sur leur allocation hebdomadaire ou encore leurs parents qui leur achètent des jeux, là, ils peuvent pas se permettre d'acheter tous les jeux qui existent, là. C'est pour ça qu'ils continuent à jouer à Fortnite ou à Rocket League, des jeux gratuits que tu peux quand même avoir du plaisir, là. T'sais. Regarde les indie games qui vendent à coût de 1 million de copies de jeux même pas sortis, et t'as des grosses compagnies qui sacent tout le monde dehors et disent pas faire d'argent. Mais je comprends ton point, Sliders aussi, mais tu faut pas généraliser les indies non plus, que si t'es un indie, tu vas sécuriser un Game Pass deal, que tu vas vendre des millions de copies, là. On en parlait last year, là. Prends un indie genre random, là. Un indie qui t'a charmé last year, va sur SteamDB, puis check, à moins que ça soit genre Dave the Diver, là, c'est pas comparable, là. Anyway, Dave the Diver, c'est pas un indie. Mais prends n'importe quel indie qui est sorti last year, va sur SteamDB, puis check le peak player count. Je te dirais qu'à 90% du temps, tu vas faire comme, hey, tabarnak, y'a pas beaucoup de monde qui ont joué à ça, là. Fait que les indies, c'est aussi un énorme risque, mais en même temps, c'est un énorme risque. Comment je pourrais dire ça? C'est un énorme risque, mais t'as moins d'impact si ça foire, genre, je sais pas si tu comprends. Parce que justement, t'es un indie, t'as pas comme un gros budget pis des grosses attentes derrière ton titre, là. Penses-tu que le business qui met 10% dehors vont réengager durant l'année? Je souhaite que non, ça serait un peu stupide, là. Mais il va y avoir des ouvertures de postes en constant, là. Il y a du monde qui vont quitter au travers de l'année aussi, là, fait que j'imagine que oui. Mais je pense pas qu'il va y avoir comme des ouvertures en masse non plus, là. Surtout quand il y a des jeux qui sortent à toutes les semaines, comparé quand on était plus jeune, puis il y avait beaucoup moins de bons choix que, de jeux qui étaient intéressants à acheter. Yeah, effectivement, là, tu sais, c'est le point de Benito en une image. Et il y en a il y a des titres là-dedans qui vous intéresseront sûrement pas. Mais ça, c'est tous les jeux qui sortent dans les prochaines semaines, là. Non, tout coûte cher. Chaque fucking compagnie lutte pour qu'on investisse du temps dans leur divertissement, qu'on consomme leur divertissement. C'est hyper compétitif. À un moment donné, tu peux pas tout faire non plus, là. Ça fait en sorte qu'il y a des entités, des compagnies qui mangent la claque, là. Anyway. Si on revient à l'article de Ubisoft, c'est un interesting read, là. As industry-wide layoffs continue to plague headlines, Ubisoft, the sixth largest video game company by employees, is at a crossroads. Internally, morale is at an all-time low, and employees fear that the publisher could be next to see a major restructuring, inevitably resulting in a high number of people losing their jobs. Ça l'augure pas bien pour la sortie de Skull and Bones, let me tell you. Si Ubisoft est en mode là, il faut que Skull and Bones performe, sinon on va mettre du monde dehors, là, ouh. Je peux comprendre que le moral est pas à son plus haut niveau. The lack of job security is the current feeling felt across the industry, but as Ubisoft leadership continues its never-ending ambition to pursue trends, usually resulting in wasted resources or lackluster results, it won't be them
it won't be them shown the door if the company needs to reduce costs. Since the start of 2023, over 15,000 game industry workers have lost their jobs, with over 5,600 being lost in January of 2024 alone. Ubisoft hasn't escaped unscathed, as 124 layoffs hit the company in November of 2023, but sources who spoke with Insider Gaming under the condition of anonymity believe that the writing is on the wall and that number is likely to grow. But one of its best pipeline of games in over a decade, why exactly are internal tensions at boiling point? Over the past several months, I've been speaking to a number of employees at the company to understand why. The wild goose chase. In recent years, Ubisoft's strategy has moved away from innovation and creativity and led the company on a wild goose chase to produce what was popular at the time. From trying to produce the next colossal free-to-play battle royale, on se rappelle tous de Hyperscape, Hex Go Brr, to its desire, RIP Hyperscape by the way, it doesn't exist anymore, to its desire for NFTs and Web3, the never-ending pursuit has left countless projects being canned, talent being wasted, and a massive amount of money being flushed down the toilet. There you go, Temporal. Je savais que quelqu'un avait l'emote in chat. At one point in late 2021 to early 2022, the company had around a dozen battle royale games in development. Sources said many of these projects ultimately failed to captivate players during playtesting and were subsequently cancelled. One such game was Ghost Recon Frontline, which met fan pushback on its announcement due to the game not aligning with player interests. One of the top comments from its official reveal trailer reads, "The community, we want a return to roots, hardcore tactical stealthy shooter. Ubisoft, we hear you. Here's a battle royale game." It was a sentiment not just reflected by YouTube comments either, after 40 years of development, the game was cancelled in summer of 2022 for an undisclosed reason. 4 other unannounced games were also publicly cancelled from mid-2022 to January 2023, in addition to Splinter Cell VR and Project Q. Battle Royale games weren't Ubisoft's only trend-chasing impulse, though. In late 2021, the company announced Ubisoft Quartz. Oh my god, j'avais oublié que ça c'était un thing. Its attempt to take advantage of the NFT boom. The announcement was publicly slammed, and internally, employees felt embarrassed to even be associated with a company that made such a prolific, out-of-touch announcement. 2 years on, it seems like Ubisoft has realized that NFTs are not the money-making technology it thought it was. Hey, rappelez-vous, là, il y a 2 ans, on couvrait ça, on était comme, what the fuck are they doing? Puis là, regardez où est-ce que les NFTs sont en 2024. Trash. C'est quoi que j'ai... Attends, je peux peut-être trouver une image dans mon ordi que j'ai encore. Ça date de quand cette image-là? Oh là là! Voir que je l'ai encore dans mes affaires. Il y a beaucoup de old shit dans mon ordi. C'est quand que ça a été fait, là? C'est dans Properties. Le 2 février 2022. Je suis tellement content que ça ait foiré, dude. Pour ceux qui écoutent le audio version, là, c'est moi qui tiens ma poubelle avec a bunch of NFTs in it. Oh là là. Still, the company continues to quietly work in the NFT Web3 sphere on projects like Champion Tactics, Grimoria Chronicles. Looking ahead, the publisher's desires currently lie with live service and extraction-based shooters. Insider Gaming understands that at least 3 major extraction-based shooters are in development at the publisher: The Division Heartland, release date TBA, Far Cry's Project Maverick, tentative 2025 release, and a new IP set in World War II that is forecasted to release around 2026 to 2027. Whether or not all of these games will be released remains to be seen, but for those working on the projects, it's feared that once again, the boat may have sailed by the time they are released.
Ah, c'est que j'adore comment il y a phrase. C'est littéralement la phrase parfaite qu'il aurait pu mettre pour segue in vers son autre paragraphe qui parle de delays and mismanagement. Et un de ces jeux-là qui a été victime de tout ça, Skull and Bones. In recent years, there have been one thing that you can probably count on with a Ubisoft game. It's inevitable delay. It's a frustration that's been felt publicly and internally, mostly boiling down to unrealistic internal deadlines and poor management. One of the well-known examples of constant delays is Skull and Bones, the decade-in-long development pirate game that has seen 6 public delays. The game is estimated to have costs in the region of $200 million to produce. A figure that is not expected to be made back, sources said. For the most part, delays stemmed from a plague of power-hungry managers trying to elevate their careers. The constant changes in vision created a rotten atmosphere, with some developers confused as to what they were meant to be doing on a day-to-day basis. Some days, I just be sat there watching YouTube videos, said one former employee who worked on the project. Hey, ça c'est triste par exemple, man. Que t'es des employés qui est juste comme... Moi je rentre travailler, j'écoute des vidéos YouTube parce que j'ai aucune crise d'idée de qu'est-ce que je dois faire. Ça t'étonne pas, Alexis? Si jamais ça t'intéresse, une étude sur la qualité du code de qualité en baisse à cause de l'IA. New research on the effect of AI-powered GitHub Copilot on software development cites some adverse results. Fait que genre, c'est-tu comme, admettons, la qualité des jeux est... Il y a moins un gros contrôle de qualité, genre, puis c'est plus géré par les AI? Me watching your stream while working, yeah, exact. C'est correct si t'es pas un dev. Oh my god, il y a déjà eu un truc à radio, le monde appelait, puis il y en avait plein. Là, ah, moi je travaille pour le gouvernement et je fais rien, je suis payé chaque semaine. Des genres de jobs perdus. What? Mais ça, c'est sûr, là, il y a du monde qui vont être sur un payroll puis ils vont offrir le strict minimum. Tu sais, je pense, admettons, je pas pour 10, genre les gens qui travaillent là-dessus, là, good for you si c'est ça votre réalité, là. Mais genre le monde, là, qui ont des compagnies de déneigement, là, ou qui travaillent par la ville. J'ai un ami, justement, là, que il travaille pour la ville de Montréal, il fait les vidanges, puis il fait le déneigement l'hiver. Quand il neige pas, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il rentre travailler, puis il écoute des séries. Il joue aux cartes, genre. Tu sais? Trop de gens utilisent des AI pour développer, mais ça cause plein de problèmes. Il y en a aussi dans le jeu vidéo. Mais oui, c'est sûr, là. Eventually, though, the dust finally settled, and the foundations were finally laid on what Skull and Bones was going to be. Internal delays then became public delays as Ubisoft Singapore faced a series of unrealistic deadlines. Unfortunately, Skull and Bones isn't the only game to suffer this fate either. Poor management is a publisher-wide issue from Beyond Good and Evil 2, which has been in development hell for nearly 15 years, and still nowhere near completion, to X-Defiant, the free-to-play first-person shooter developed by Ubisoft San Francisco, which has faced near-monthly internal delays because of last-minute decisions to include additional features that break the current build. Est-ce que c'est sorti X-Defiant ou ils ont toujours pas donné de date? Me semble que c'était censé sortir à la fin de last year. It's frustrating, but we can't see X-Defiant being released before summer 2024. Tabarnak, man. Yes, ça s'appelle des bullshit jobs, relevant reading material. Il y a un livre là-dessus. A theory. Je te dis. Feature creep. Back to office. In September of 2023, staff at Ubisoft Montreal, on avait couvert, some 4,000 employees returned to the office after 3 years of working from home
Due to the COVID-19 pandemic, the decision was met with harsh criticism from Montreal employees, but also company-wide, which fell on deaf ears. Now, just months later, Ubisoft has started to roll out return to office mandates across the company, with the general rule of thumb to see staff having to return to office for a minimum of 2 days per week company-wide. Fait qu'il n'y a pas juste au niveau des jeux vidéo là, que ça a été implémenté. Là, beaucoup d'autres compagnies, suite à la pandémie, requièrent les employés à se déplacer en présentiel alors que le work from home est efficace, right? Juste pour qu'il y ait comme c'était... I guess c'était... Comment qu'on qualifie ça? C'est genre une méthode pour avoir le contrôle sur les employés, right? Il y a comme pas... Il y a comme des statistiques qui prouvent que c'est bénéfique d'aller en présentiel or some shit, genre? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui travaille de la maison dans le chat, là. Ou d'autres que c'est justement un mix de work from home puis en présentiel, là. Mais ouais, on dirait que j'ai toujours perçu ça comme genre un moyen pour les gestionnaires de comme d'avoir un certain pouvoir au-dessus des employés, là. Ouais, du micromanagement, exact. Merci, le Miss Lovely. One such mandate set to go enforced in full effect on April 2nd, 2024, will see the entire global publishing group return to those compulsory 2 days. Palvin il dit perso j'aime mieux présentiel que work from home 100%. Ouais, ça dépend de ton environnement de travail aussi là. Il y a plein de facteurs qui font en sorte si tu préfères le work from home versus le présentiel. T'sais, n'importe quel domaine, là, moi j'en ai déjà fait du work from home étant intervenant, puis c'est zéro optimal. Là. Fait que définitivement que je préconise le présentiel. Avoir du quick debug entre collègues, brainstorming, etc. Yeah, c'est ça. Mais pour certains, tu sais, comme tout dépendant du département ou de la compagnie auquel ils travaillent, là, ça peut les avantager ou les désavantager. Là. Ça dépend vraiment de ce que tu fais. Victime, mettons, t'es propriétaire d'entreprise, préfères-tu tes employés à distance ou dans ton bureau? C'est tough, man, parce que comme j'ai dit, ça dépend vraiment de dans quoi tu travailles. Là. Comme si t'es un video game developer, pis t'as toutes tes ressources disponibles à la maison. D'après moi, tu peux travailler de chez vous. Mais si dans un milieu où est-ce que justement ça préconise le contact humain en présentiel, je pense que la manière que je le verrais, si j'étais un CEO, là, je laisserais le choix aux employés. Si tu veux travailler de la maison, fine. Comme, je m'attends à ce que tu sois capable de faire ta job de la maison. Si tu veux travailler en présentiel, you're welcome. T'sais, au moins laisser cette décision-là, ce pouvoir-là aux employés. Là. Il y a des avantages puis il y a des désavantages dans les deux cas. Là. Travailler de la maison, c'est pas autant productif pour les compagnies. Ben du monde ont de la difficulté à avancer quand ils sont seuls. Les joies d'être pigiste, je mets en clause de contrat et je travaille de la maison tout le temps ou en hybride. Perso, ma journée au bureau est 100% wastée par des meetings useless puis du chit-chat de machine à café. I'd rather be home. Mais tu sais, chacun a sa réalité, là. Right? Moi, je ferais au moins 2-3 jours au bureau. J'allais perdre 1 heure sur la route chaque jour. Ben, c'est ça, tu sais. Il y a du monde que leur fucking commute, c'est long. Oui, c'est 6 minutes. Pas besoin. Ça me dérange pas de faire de la route, là. Mais ça dépend vraiment du contexte de tous et chacun. Fait comme, je pourrais pas. Encore une fois, scénario hypothétique où est-ce que je suis un CEO, je me verrais pas comme pencher plus d'un côté vers un autre, là, tu sais. Mais la location de bureau vide doit faire chier. Ouais, ça c'est une autre affaire. C'est un autre facteur. C'est ça que j'ai, moi, work from home par choix, mais j'ai quand même mon bureau si je veux, quand ça me tente de prendre l'air. Yeah, exact. Avoir cette souplesse-là, là, c'est le best of both worlds, comme qu'ils disent. You got the best of... Ok. Et comme je suis en période de recherche de maison et que tout ce que je peux m'offrir c'est loin de Montréal, ben c'est plus simple de travailler de la maison. Yeah, exact, tu sais. Il y a des développeurs, là, il me semble dans l'histoire d'Ubisoft, il y a du monde qui ont vendu leur char parce que ils étaient en mode, ben pas besoin de me déplacer, je travaille de la maison. Mais là, si tu les forces à se déplacer et puis ils n'ont pas de moyen de transport, they're kind of fucked, you know. L'affaire, c'est que les outils à distance sont pas adaptés à 100% encore. Non, t'as raison, sliders, mais tu sais,
un des points positifs, I guess, si on peut l'appeler de même, de la pandémie, c'est justement que ça a montré que d'autres façons, on est capable de s'adapter au contexte pour faire notre travail. Justement, travailler de la maison. Si on revient à l'article, j'aime ça, discussion, man! Le chat est en feu! Un matin. In the policy shared with Insider Gaming under the condition that it doesn't go public, the policy outlines that Tuesday will be a mandatory office day with employees being able to agree on the second day with their line manager. Similar policies across the company are also being enforced, with some employees outlining that they fear it's just the beginning of enforcing full-time mandatory return to office. After all, one justification for the mandates is that the company sees the 2 days in office per week as a compromise. And other companies in the industry require employees to be in the office more days per week. The result has left employees in uproar as they frantically scramble for daycare and take care of other arrangements. Fait que ça, c'est tout le côté humain, right? Des conséquences de tout ça. As well as expressing the obvious concerns over travel and its reliability costs and time, something that many employees didn't need to consider when accepting jobs. J'aimerais savoir dans les stats, dans tous les layoffs, combien qu'il y en a qui étaient 100% from home ou hybride, qui ne voulaient pas revenir en présentiel. Maybe ils ont cut parmi ceux qui étaient enclins de vouloir revenir 100% en présentiel pour justement faire du micromanagement. Ben, on a déjà entendu des histoires de genre des compagnies qui mettent en place justement le mandatory return to office pour justement comme forcer la main des employés puis lay them off, mais techniquement ils ont pas lay off, genre. Je sais pas ce qu'on voit, Godlike. Comme, hey, c'est ça le règlement, c'est ça qu'on met en place. C'est soit que tu adhères à la nouvelle politique ou encore, ben, tu quit your job. C'est kinda fucked. Ah, j'adore l'industrie du jeu vidéo, man. Encore une fois, là, je généralise, on parle de l'industrie du jeu vidéo parce que c'est notre day-to-day ici, mais c'est très commun dans les autres industries aussi, là. Faut pas juste dire que c'est juste in gaming que ça se passe, là. C'est pas une mauvaise chose, mais ça donne un coup au social humain. Mais là, les compagnies ont le gros bout. Je travaille de la voiture. Je travaille de la voiture et j'ai vendu ma maison. Hein? Je travaille de la maison et j'ai vendu ma voiture. Ah, ok, c'est ça. À ma job, ils ont d'ailleurs beaucoup de monde qui venait pas au bureau. Ben, c'est ça. C'est tout le temps eux qui ont le plus gros bout du bâton. By the numbers maintenant, unfortunately the years of constant delays and out-of-touch decisions have hindered the reputation of the company with players. Resentment is being felt, with some employees believing that it's now reflected by in-player numbers. Et là que ça devient intéressant, là. Check this shit out. Vous allez faire le saut, les amis. In early January, Ubisoft released one of its highest-rated Metacritic games in the past decade, Prince of Persia: The Lost Crown. Coolest game of 2024 so far, ça que boy a dit. The game hit a height of 88 on Nintendo Switch with its critic score and a 9.1 user score, leading many to believe that the game could already be in the running for several Game of the Year awards. Despite the impressive scores though, the game has around 300,000 players at the time of writing, estimated $15 million in revenue. Et là, comme moi j'ai vu ça, 300,000 players dans un pool, dans une industrie où est-ce que c'est hyper compétitif, right? Qu'il y a tellement de jeux qui sortent. 15 million in revenue, hey, not that bad. Mais pour Ubisoft, là, un des plus gros publishers dans l'industrie du jeu vidéo, là, ils voient ça, c'est sûr qu'ils doivent se dire que c'est un flop. Et là, en voyant ça, que ça n'atteint pas les... pas les recommandations, mais genre les objectifs internes, qu'est-ce qui ferait en sorte... Qu'est-ce qui justifierait que Ubisoft investisse dans d'autres smaller scale titles comme Prince of Persia qui vendent pas, ou qui vendent moins que les gros titres d'envergure d'Ubisoft, là. Là, je me sens un peu mal dans tout ça parce que moi, je n'ai pas payé ma copie de Prince of Persia: The Lost Crown, right? Je joue sur une version très pas légale, mais
reste que c'est un great game, puis je pense que tout le monde devrait le check out si vous aimez justement les Metroidvanias, les action platformers, yada yada. Mais comme 300 000 joueurs pour un des jeux les mieux cotés depuis le début de l'année, un multi-platform title qui est disponible sur PlayStation, Xbox, Switch, PC, c'est quand même décevant. Mais là, il y a l'affaire aussi que le jeu est juste disponible au travers de Ubisoft Connect sur PC et non sur Steam. Fait que ça l'influence, veut pas, les ventes. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui l'aurait acheté sur Steam pour y jouer sur Steam Deck ou quoi que ce soit, mais Ubisoft est comme, nah man, you gotta play it to Ubisoft Connect, pas le choix. Mais est-ce que les gens sont tannés des remakes ou des mêmes jeux année après année? Les grosses compagnies ont peur de faire des nouveaux titres. Ben oui, c'est un gros gamble de faire des big AAA. Là. Genre, on fait juste regarder le coût que ça a fait pour. Le coût que ça a coûté Insomniac à faire Marvel Spider-Man 2. Genre 200+ million dollars. C'est Spider-Man aussi. Fait qu'il va avoir une certaine retombée avec ça parce que you got that brand power. Mais reste que ça coûte cher des AAA in this day and age. T'as volé une copie au GameStop? J'ai rien volé. J'ai juste sur un emulator. Ok? Ça, je voulais savoir. Send the cops my way. Ok? I played it on emulator and I'm enjoying it. Ok? C'est un great game. You should play it. But money is rough. Faut que je trouve des façons de sauver du cash ici là. Ok? I'm gonna play more games on emulator de Switch. Mario vs Donkey Kong? Watch-moi bien, esti. Pendant les layoffs, as-tu vu que TVA a réouvert des postes ceux qui avaient renvoyé en disant qu'ils recherchent des gens sortant de l'école seulement. Donc en gros, ils ont renvoyé le monde parce qu'ils coûtaient trop cher. Et là, ils essaient de combler les postes pour avoir des jeunes qui sortent de l'école. Puis ils vont les payer moins cher aussi. Asti que c'est cave. Avatar Frontiers of Pandora, a game that was announced to be in development at Massive in March of 2017, was intended to launch to coincide with The Way of Water and capitalize on its inevitable success. However, after several delays, the game launched in December of 2023 with limited marketing. At the time of writing, sources revealed that the game has accumulated 1.9 million players, estimated $133 million in revenue. For context, Massive's last two games, or AAA games, The Division and The Division 2, did $330 million and $264 million roughly in their initial launch weeks. Quand même fou là, que The Division, New IP, là, si on peut les appeler de même, ont été capables de générer plus de revenus que fucking Avatar, qui est associé à une propriété intellectuelle hyper populaire comme justement Avatar. Il y a aussi d'autres circonstances à mon avis qui influencent le tout. Le jeu est sorti en fin d'année, right? Il n'a pas eu le biggest marketing campaign. S'il avait sorti en même temps que Avatar The Way of Water, ça aurait peut-être été une autre chose. Puis aussi, quand The Division est sorti en 2016, il y avait beaucoup moins de jeux qui sortaient en même temps. Là, t'sais. My opinion, ils n'ont pas fait beaucoup de pubs. Non, c'est ça. C'est sorti tard dans l'année. Ils ont pris un gamble parce que sortir un jeu au mois de décembre, quand les cadeaux de Noël ont été achetés déjà, c'est difficile de générer un intérêt. Là. Merci, Lion Dreams. Assassin's Creed Mirage, which was said to be on par with past successful launches such as Assassin's Creed Origins and Odyssey, currently stands at 5 million players, estimated $250 million in revenue. Fait qu'on voit la différence là, quand tu as une grosse franchise pour Ubisoft comme Assassin's Creed qui génère des fucking crazy numbers, puis Prince of Persia qui, oui, c'est un smaller scale title, là, mais reste que, tu sais, t'as de quoi de rafraîchissant pour une franchise qui ont rien fait depuis des années en Prince of Persia The Lost Crown. Puis t'as Assassin's Creed Mirage qui est un retour aux sources, mais en même temps, c'est rien vraiment de nouveau, right? Pour Assassin's Creed, c'est more Assassin's Creed. Tu sais, comme, ils peuvent faire 100 times the amount of money en mettant le moins d'efforts. Fait que c'est sûr que si t'étais un exécutif au sein d'Ubisoft, tu regardes les chiffres de Prince of Persia, t'es comme fuck that là, ça sert à rien d'investir dans des titres de. Même si c'est des succès critiques là, ça sert absolument à rien, ça génère pas assez de revenus. On va continuer de shit out notre typical open world Ubisoft formula.
puis générer du revenu pour la compagnie, là, parce que, comme vous le savez, c'est ça que les compagnies veulent. Money in the bank. That's all they fucking care about. Not all doom and gloom. C'est un long segment, là. Je suis en train de regarder dans mon timer, là. C'est quasiment 40 minutes on est là-dessus. Exact, Godlike. Ça reste une business. Despite the hardship that Ubisoft continues to face, the company does have one of its best lineup of games in recent memory. If there are no further delays, fingers crossed, Ubisoft has 2 major releases planned for this year: Star Wars Outlaws, first half of 2024, and Assassin's Creed Codename Red, second half of 2024. In 2025 and 2026, expect new mainline entries to Ghost Recon, Project Over, set during the fictional Name and War, 2 new Far Cry titles, including a multiplayer game, Project Maverick, and a new mainline entry to Far Cry, Project Blackburn, 2 new Assassin's Creed games, Hexy and Invictus, and the already announced Splinter Cell remake. Beyond that, expect several new Assassin's Creed games, including an Assassin's Creed Black Flag remake, currently known as Project Obsidian, qu'on avait déjà couvert là, pas si longtemps. Should Ubisoft find success with these upcoming games, the feeling both within and around the company is likely to change. But first, a strong change in direction needs to happen. The cracks are beginning to show. And if things were to continue the way they have recently, from leaving employees in turmoil to having competent managers run projects, the inevitable restructuring could see many affected. Ubisoft was offered the opportunity to comment before the publication of this article, but did not comment in time of publication. Fait que c'est ça le portrait au sein d'Ubisoft en date d'aujourd'hui, les amis. Fait que ça, tu sais, c'est pas la meilleure ambiance. S'ils jouent leurs cartes correctement, pourraient sauver les meubles. Ça, le temps le dira. Là, je veux enchaîner avec les industry news avant de prendre la pause. D'autres nouvelles concernant l'industrie. On a Joe Blackburn, qui est le game director au sein de Destiny 2, va quitter Bungie après The Final Shape, qui est l'expansion qui va sortir cet été, le 4 juin spécifiquement. Paul Tassi de Forbes qui dit After the Final Shape, Joe Blackburn will leave Bungie to move on to a new adventure, and the new Destiny 2 game director will be Tyson Green. Paul qui est comme le resident Destiny expert dans l'industrie là. Il dit Losing Joe is massive, though not in a Destiny is doomed way, just in that he was a well-liked leader who's worked on amazing content over the years. Sometimes you move on, it happens. No clue if Green's Halo multiplayer history means more PvP focus in D2 or not. Fait que chez Bungie, justement, Bungie qui a été victime de layoffs last year également. Une restructuration au sein de la compagnie suite à l'acquisition de PlayStation. Là, on a un key person qui va quitter as well. Yeah. Je veux pas lire entre les lignes, mais ça reste peut-être la fin de Destiny 2 as we know it. Maybe. Bungie doivent travailler sur comme le follow-up à Destiny 2 là, ou something else. Il y a Marathon aussi là, qui est en développement. Ça, c'est une autre affaire à surveiller. Sinon, on a un new studio qui a été établi. AntiStatic Games. Varying from games like Bioshock, Conan Exiles, Cyberpunk 2077, formed the new studio AntiStatic. Their first game will be a PvE shooter codenamed Hornets. J'aime bien le nom AntiStatic. Urban Legends, Liminal Spaces, Military Horror. Et sur leur site web, ça dit AntiStatic is an emerging studio formed by industry veterans. We create dark, atmospheric co-op games fueled by emergent gameplay and immersive sim design philosophy, where possibilities extend beyond the conventions of traditional video games. We are not chained by a complicated corporate structure. We are a group of highly passionate game developers who want to do what they love in a space that empowers them. We believe that excellence comes from creative freedom and unified goals. What we aim for is an unforgettable gaming experience that we can share with you. The most important part of the equation, the players.
J'ai l'impression que tous les studios disent ça. Puis qu'au final, c'est pas même le cas. Mais on leur laisse le bénéfice du doute. Suite à tout ça, j'ai une mise à jour concernant un news story qu'on a couvert hier qui parlait d'un autre studio qui s'est établi, Shapeshifter Games, qui s'est qualifié de support studio au sein de l'industrie, donc il va aider les autres gros studios dans le développement de leurs jeux vidéo. Et là, ça a été rapporté comme quoi que justement, il collaborait avec un studio appartenant à Xbox. Puis hier, j'avais dit, peut-être des initiatives dans Perfect Dark parce qu'il y a beaucoup de... Ils font affaire justement avec un autre développeur pour les aider à développer le jeu en Crystal Dynamics. Mais apparemment, ce n'est pas des initiatives, c'est bien In Exile. Donc, ils collaborent avec eux pour le développement de Clockwork Revolution qui a été dévoilé lors du dernier Summer Showcase de Xbox. Fait que c'est In Exile eux-mêmes qui ont confirmé le tout. Sur leur site web. What is this fucking thing? Shapeshifter Games wins up a Clockwork Revolution. Disant, we're happy to announce that the newly formed Shapeshifter Games, a form of ex-Volition developers, is working with us to bring Clockwork Revolution to life. Shortly after Volition closed, we flew to Illinois and worked with Xbox and the then ex-Volition leadership to secure this new team as our co-development partner. Their wealth of industry experience further bolstering our efforts in developing our upcoming steampunk RPG, Clockwork Revolution. Fait que that's pretty cool pour eux d'avoir un aussi gros partenariat de leur côté. Autre mise à jour concernant quelque chose qu'on a couvert hier. Ouais, le fait il était vraiment laid. C'est concernant Spec Ops The Line. Et effectivement, mon hypothèse que j'ai shooté de même hier était véridique. C'est... dans le fond, le jeu a été delisté sur Steam. Ça a été rapporté initialement à cause de licences qui ont expiré. Ben oui. Et là, non seulement le jeu a été delisté sur Steam, mais a été delisté au travers de toutes les plateformes où est-ce que le jeu est disponible. I mean, I understand que c'est un vieux jeu, mais comme... You're just gonna let it be erased from history? Je comprends pas le raisonnement de 2K Games derrière ça. Là. En plus que c'est un FPS qui est quand même considéré comme un des meilleurs FPS avec une excellente histoire. Là. Fait que décision intéressante de la part de 2K. Stephen Totilo rapporte le tout. Il dit Spec Ops to be delisted entirely from online gaming stores, not just Steam. A 2K rep tells me Spec Ops The Line will no longer be available on online storefronts as several partnership licenses related to the game are expiring. Players who have purchased the game can still download and play the game uninterrupted. 2K would like to thank our community of players who have supported the game, and we look forward to bringing you more offerings from our label throughout this year and beyond. Fait que 2K qui est en mode, garde, les licences sont expirées, ça nous tente pas de payer pour les renouveler. Mais it is what it is. Si vous avez le jeu, tant mieux pour vous, vous pouvez y jouer si vous l'avez plus. Si vous l'avez pas, you can't play it. You can't play, you can't buy it. Et ça, c'est triste pour tout ce qui est la notion de préservation des jeux vidéo. Là. Il y a des façons de crack, emulate, whatever, mais juste comme pour le commun des mortels, c'est triste de voir des jeux, surtout quand ils sont bien cotés là, comme Spec Ops, être juste effacés de l'histoire. Et autre affaire relative à 2K Games qui est un peu... je sais pas comment considérer ça. Là. Je vais dire comique, mais je pense pas que c'est comique parce que l'histoire impliquant Vince McMahon est quand même très fuckée. Là. Pour ceux qui ont manqué tout ça, je vous invite à écouter la Victime-Minute de lundi. Où est-ce que j'en jase là? Vous pouvez aller sur YouTube, c'est timestampé pis tout. Mais il y a un représentant de 2K Games qui a commenté justement sur la poursuite contre Vince McMahon et comment ça l'affecte les jeux de WWE. Encore une fois, c'est Stephen Totilo qui dit 2K Games is not talking about any impacts that the sex trafficking lawsuit against Vince McMahon and WWE might have on the company's upcoming wrestling game.
We're focused on WWE 2K24, a 2K rep told me yesterday. Please reach out to WWE PR for any comments from them. Et là, il dit ça parce que c'est 2K Games qui publie WWE 2K24. Puis là, il me semble qu'il avait posté une image comme quoi que Vince McMahon était jouable dans... Ah, c'est ça ici. Note that Vince McMahon was a playable character in last year's WWE 2K23 game, as was a wrestler who was all but named in last week's suit. Most of 2K24's roster is unknown, and no one who's been announced for it was implicated in the new allegations. Parce que c'est sûr que si il y a cette poursuite-là en cours, Vince McMahon a comme a été retiré de ses fonctions ou a quitté ses fonctions. Là, c'est sûr que si t'as des wrestlers, des lutteurs impliqués dans tout ça, je pense pas que c'est un bon move niveau PR de les garder ou de les inclure dans le jeu. Right? Comme... Ce serait la WWE et 2K Games qui se tirent dans le pied. Et là, le monde va dire, hey, you support sexual assault, you support pieces of shit. Truc de même. Ce serait pas le meilleur messaging de la part de la WWE. Sur ce, on prend une pause parce que I need it après toute cette industry related news. Et notre prochain segment au retour de la pause is all about Suicide Squad Kill the Justice League. Là, c'est comme un peu flou, right? Ce qui se passe avec Suicide Squad, c'est comme il n'y a pas de reviews officielles, il y a des impressions qui sont sorties, le Early Game Access, le monde peut y jouer si on payait pour le Digital Deluxe version. Lancement officiel vendredi, fait on va comme essayer de faire un pseudo review roundup ce matin, là, maintenant que le monde a pu y jouer et même terminer Suicide Squad. Fait que restez les nôtres si vous voulez avoir des impressions concernant le dernier jeu de Rocksteady, le jeu de l'année selon Alex F. Powers. C'est quoi le message qu'on dit à Vince? You're C'est bon ça. C'est bon ça, effectivement. He kinda got fired. Il a pas vraiment eu le choix là, de juste leave ses fonctions au sein de la WWE. Donc, quick ad break au retour. It's all about Suicide Squad, Kill the Justice League et d'autres actualités. La Victime Minute est une présentation, eh bien, de vous autres. Et oui, sans vous, ce show 100% indépendant ne serait pas réalisable. Donc, je profite de ce petit ad break pour vous rappeler les différentes avenues possibles que vous pouvez employer pour supporter le show. Si vous écoutez le tout via les versions audio podcast, je vous invite à vous abonner aux feeds respectifs, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. N'oubliez pas de laisser une petite note pour faire ressortir le show dans l'algorithme. Et petit rappel que la Victime Minute est aussi disponible en rediffusion vidéo via Twitch et YouTube. Si vous voulez supporter toute la couverture que j'offre sur les différentes plateformes, la meilleure façon est en vous abonnant à ma chaîne Twitch avec un abonnement régulier ou encore Prime Gaming si vous avez Amazon Prime. Non seulement ça me supporte directement, mais tout ça vous donne accès à un paquet de bonus sur Twitch comme des emotes, une expérience sans annonce et sans interruption, un accès au Victi calendrier qui track toutes les nouveautés à venir et aussi au canal Discord réservé. Si jamais ce n'est pas possible, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ce qui concerne mon contenu. Et sur ce, je vous laisse avec quelques highlights le temps que je revienne de la pause. Un timer, il a une veste. I've seen this on the internet. Il va se faire sauter. Le compte à rebours continue. Ah, let's tuer? On peut la désamorcer. Ok, il faut désamorcer la bombe, ok. Les fils seulement annoncés. Et surtout pas. Ok. Fil vert. 3. Merde. Ok, ça c'est... Oh my god! La fille est comme... Please, wait for my signal. Le fil vert, ok. Oh my god, I fell for it. Esti, je le savais qu'il y avait un bait de même qui s'en venait. Sacrament. Hey, ça c'est drôle en crise. Oh my god. Ah man.
Comment est-ce que je me déteste? I paid $91 for this. 5 secondes and it's game of the year. Mais agrippe-toi, Mario, what are you doing? Astrofélin. Oh, why the fuck? Ah, le jeu est en français. Yahoo! Wow, j'ai un chat dans les mains. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, je peux yeet les chats. Attendez. Alright, PETA enters the chat. Hey, PETA, look at this. Yahoo! Ah oui, j'ai found my Valentine, man. And it's Mario! Get ready for this shit. There you go. Yahoo! Je sais pas pourquoi j'ai arrivé à ça. Pourquoi j'ai une balle de baseball? C'est quelque chose que je peux faire? Genre, je peux-tu? Oh, attendez, j'ai une meilleure idée que tantôt. Ah, pensez de Julie dans le chemin, esti! Ben, comme ça. J'ai trop pleuré. Nice. Je me mets où moi-même? Yahoo! Mario gets all the pussy! Mardi 11 août 2020 à 10h22. Je serais pas surpris que down the road, il y ait d'autres jeux qui soient delayed. C'est qu'on s'entend, il reste 4 mois à 2020, mais que d'autres jeux qui sont prévus pour 2020 fassent comme ouais, finalement, we're gonna have to push it back. Parce que pratiquement tout le monde travaille de la maison dans le video game world. Je sais pas s'il y en a qui sont retournés travailler in person, mais pretty much a lot of people still work at home. Mardi 11 août 2020 à 3h de l'après-midi. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Asti de calvaire, asti de cibois, calice de tabarnak, asti de crise de tabarnak, asti de calice de vierge. Bro, I am fucking done. C'est littéralement Dude, je vous ai-tu compté? Je pense que je l'ai déjà compté cette histoire-là du lancement de GTA 5. Comme quoi que j'allais faire mon examen théorique à la SAC, mon permis, puis je l'ai pas passé la première fois. Là, j'étais fucking triste, mais au moins j'allais chercher GTA 5 au microplay à Terrebonne. C'est une journée pareille. A few moments later. Ouais, le handling est très... genre, c'est plus que... Oh, fuck! C'est plus qu'arcade. Oh, shit. Oh, get the fuck away! Ok, dude. Là, vous comprenez pourquoi j'ai fail? Oh my god! Oh! Là, vous comprenez pourquoi j'ai fail mon examen à SAC? That's the reason why, baby. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo. You are all the same. You're this. How you like it now? This racist insulted me. Hey, what's up, bro? And we are back, mesdames et messieurs. Merci d'avoir patienté pendant la pause. On enchaîne avec notre segment quotidien pour cette semaine. All about Suicide Squad Kill the Justice League. Avant qu'on embarque dans des impressions / reviews, faisons un peu le topo de où est-ce qu'on est rendu là, avec Suicide Squad Kill the Justice League, le Early Game Access et le drama qui entoure la sortie de ce titre-là. Fait que, au cas où vous avez manqué les dernières victiminutes cette semaine, Suicide Squad Kill the Justice League a un peu eu de la misère avec son lancement Early Access, right? Vu que c'est un jeu qui requiert une présence constante ou une activation constante des serveurs pour y jouer, ben si Rocksteady décide de faire une maintenance ou encore fermer les serveurs, ben le monde peut juste pas jouer au jeu. Fait que c'est un peu niaiseux, right? Dépenser 100$ pour un jeu en avance, pour pouvoir jouer à un jeu en avance, puis vu que le studio peaufine l'expérience, ben tu peux pas y jouer, hein? C'est exactement ça qui est arrivé à 2 reprises. Et là, pour se faire pardonner, Warner Brothers et Rocksteady ont décidé de donner
$20 de in-game currency aux joueurs qui ont fait face justement au downtime. Fait quand même un bon move là. On applaudit Rocksteady WB parce que connaissant certains video game studios, là, il aurait pu clairement ne rien faire et faire comme It happens, garde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Fait que shout out à eux autres. Andy Robinson de VGC qui dit The Rocksteady title officially releases on February 2nd, but those who purchase the $100 deluxe edition have been able to play 72 hours early. However, as soon as the game went live in New Zealand and Australia, Rocksteady was forced to pull it offline after players experienced a bug which automatically completed the game after they logged in for the first time. The downtime lasted more than 6 hours. This was followed by further maintenance on Wednesday, which lasted around an hour. Thank you for being one of our first console players during early access of Suicide Squad Kill the Justice League, Rocksteady said in an in-game message sent to Deluxe Edition players. We recognize that you've been patient with us during our initial launch server updates, and we'd like to show our appreciation for your patience with a special gift of 2,000 Luther coins. Thank you again. In Suicide Squad, 2,000 Luther coins can be purchased for $20. Currently, standard in-game skins are available to purchase for 1,000 coins. Deluxe and legendary variants of most skins can be purchased for upwards of 2,000 Luther coins. Are you fucking with me? Un skin qui vaut plus que 20 piastres? What the fuck is this? Y'all are crazy in your head, man. Y a-tu vraiment du monde qui vont dépenser $20 pour un skin pour leur personnage dans Suicide Squad? Apex, is that you? En plus, tu sais, comme pour des jeux comme Apex, les autres joueurs vont pouvoir voir ton skin. Parce que c'est un jeu qui joue multijoueur au travers d'un pool vaste de joueurs. Suicide Squad, you play with 4 other people, right? Or 3 other people. Fait qu'il est où le genre le cool factor là-dedans? Genre, les odds là, que il y a 2 scénarios envisageables à mon avis par rapport à Suicide Squad. C'est soit que tu vas y jouer tout seul, soit que tu vas y jouer avec des amis que tu connais. M'étonnerait bien gros, et c'est sûr qu'il va en avoir, mais overall, là, ça va être les 2 scénarios. Le monde va pas jouer avec des randoms à un jeu de même, là. Tu sais? Anyway, semblerait-il que malgré ce bon PR move-là de la part de WB et Rocksteady, ça ne règle pas vraiment les impressions des gens face à Suicide Squad. Searches for Suicide Squad refund surge 791%. Following the game's early access launch disaster. Article de Windows Central fait par Jess Corden. Fait que si on lit les grandes lignes là, Suicide Squad Kill the Justice League is an upcoming online action game built by Rocksteady. We already know that. The game notoriously previewed poorly, with major outlets like IGN posting up negative early impressions. IGN then reported that Warner Brothers has barred them from review copies of the game. The game is now paid in early access period, but a devastating launch bug has seen the game taken offline. Analytics from firm McLuck recently published a meta-analysis of search trend data, revealing a near 800% spike in searches revolving around refunding the game, triggered by the game's offline maintenance periods. Et ça, c'est juste pour le early game access, là. C'est pas... ne sonnez pas l'alerte, right? Il y a aussi le official launch vendredi. Fait qu'on verra rendu là, right? Parce que c'est là que, d'après moi, la majorité ou le principal des ventes va être faite. Justement, moi, c'est là que je vais acheter le jeu. Fait que... the writing is not on the wall yet pour Suicide Squad, mais yeah. Le monde ont pas mal déjà tranché justement sur où est-ce qu'il se situe par rapport à Suicide Squad Kill the Justice League, là, le fameux discourse derrière ce titre-là. Puis ça, c'est mon timeline également. Là, je reprends un post de Paul Tassi qui dit « Welcome to the timeline, baby », où est-ce que t'as des posts comme celui-ci.
Everything I'm hearing so far from people about Suicide Squad is very positive. Don't know if that's because expectations were in the gutter, but there's way more of the DNA of Rocksteady in the game than came through in all the pre-launch marketing. Et on the other end of the spectrum, t'as ce post-ci de Some Ordinary Gamers qui dit, Man, I have not seen one positive post about Suicide Squad game. Oh shit, merci Yogi Bear pour le raid de 18 personnes. Bienvenue Raiders. Bienvenue aux First Time Chatters as well. Comment allez-vous? On est en train de parler de Suicide Squad Kill Justice League qui sort plus tard cette semaine. Merci Chup pour le shout-out. Puis pour ceux qui ne savent pas, mon nom est Max. Je couvre l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement du lundi au vendredi. Et that's what we've been doing, man. Si vous voulez savoir à quel point que l'industrie du jeu vidéo is in a shit state, c'est ici, man, que ça se donne. Fait que là, moi, j'ai répondu à tout ça. Yep, parce que ma timeline est pareille. Fait que là, essayons de décortiquer le discours envers Suicide Squad Kill the Justice League. Là. J'ai un paquet de impressions qu'on va regarder / lire pour essayer de voir là, où est-ce qu'on se situe. Et j'ai écouté un podcast ce matin. J'ai une série de posts qu'on va couvrir. Je ne sais pas si le jeu est bon ou est mauvais. Ça dépend vraiment du joueur. Il y a du monde qui adore, il y a du monde qui trouve que c'est correct, il y a du monde qui déteste, il trouve que c'est du wasted potential. Fucking kind of funny, right? Greg Miller, qui est genre un des plus gros DC Comics guys que je suis, il est comme... C'est un jeu qui a pas d'âme. C'est soulless. Il y a pas de but à jouer à ça, là. C'est rough. C'est a bit rough. Si on n'est pas un man, on est-tu bienvenu quand même? Ben oui. Vous êtes tous et toutes bienvenus. J'utilise beaucoup de man comme de dude. Mais c'est pas... Je suis pas sexiste, ok? Là, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste... Je généralise un petit peu. Mais oui, Popcorn Fairy. C'est la bienvenue pareil. Moi, j'ai joué à Suicide Squad depuis hier. J'ai genre 6 heures et le jeu est un 7 sur 10 pour moi. Well, there you go. On a Nick Calandra de Second Wind qui dit Suicide Squad is okay. The writing and characters are actually really great. Lots of fun. Movement and gameplay in general feels good, aside from melee being a bit wonky, which is disappointing. Main issue, and it's a big one, is the mission design is bland, and bland. So far, mind you, I'm early. So far, and mind you, I'm early, is kill X amount, hold out for X amount, destroy X amount. Usually live service type mission design, and it's at odds with the game's focus on story, which is desperately calling for more scripted linear missions that are more memorable. Fait que ouais, c'est un peu ce que je m'attendais, right? C'est du gros mindless shooting, generic type of gameplay. C'est essentiellement à quoi je m'attendais, mais il y a un certain plaisir à avoir là-dedans. Là, ouais, le meme de Scooby-Doo avec ces Agents of Mayhem que je connais pas, mais semblerait-il que c'est dans la même lignée. D'autre part, j'ai Destin Legary de IGN qui dit Okay, I finished Suicide Squad, or at least unlocked all the story achievements, and got the story completed screen. Puis apparemment, c'est un jeu que tu peux finir genre à 10 heures, là, la story. Pour un live service, il y a aussi le endgame stuff, j'imagine. Mais on n'a pas les détails sur en quoi consiste le endgame au moment où est-ce qu'on se parle, parce que les gens n'ont pas eu de review copies ou encore ont eu des review copies en même temps que les serveurs ont été initiés. Mardi. Overall, a very mixed bag in my opinion. Some fun story stuff, some story stuff that left me scratching my head as to why they would go that route. I am still not loving the actual gameplay, but maybe it gets better as you do endgame stuff. Looking forward to reading the reviews. Another one. Merci pour le follow. Lambine. Est-ce qu'il dit que ça aurait été meilleur si ça n'aurait pas été un live service game? Mais je pense que l'affaire qui arrive, c'est que c'est pas... Ce genre de jeu-là, c'est au niveau de la direction. Que ce soit un live service ou pas un live service, il y a comme juste le concept ne fonctionne pas. Ça, c'est weird que personne ait eu des reviews qui, justement, j'écoutais Kind of Funny Game, puis personne n'en avait eu so far.
Yeah, mais ils en ont eu finalement. Mais c'est ça, quand les serveurs étaient ouverts pour les gens qui avaient le Early Game Access. Là. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de couverture de big outlets. GameSpot aussi n'ont pas eu de code de ce que j'ai compris. Là. Fait que. IGN ont littéralement été denied. Yeah, ils ont littéralement été denied. Ils se sont fait genre blacklist par WB. Ce qui est quand même weird d'avoir. Tu sais, c'est une chose de dire, hey, j'en parlais hier, là, c'est une chose de dire, hey, comme on donne pas de review codes pour notre jeu à personne parce que c'est un live service game, puis les serveurs ont besoin d'être en ligne pour vraiment tester le plein potentiel du jeu, etc., etc. Mais de dire spécifiquement, hey, vous autres, on vous donne pas de clé, ça c'est kind of whack in my opinion. Là. C'est juste un paquet de red flags ce jeu-là, mais au final, ça a pas l'air si pire, juste un classic boring games as a service. Yeah! C'est bien dit, Spocken, effectivement. Là, il y a quelques instants, là, plus tôt ce matin, VGC ont publié leur critique full review de Suicide Squad Kill the Justice League, où est-ce qu'ils ont donné un 4 out of 5, fait quand même une critique positive, right? Enjoyable alone or with friends, visually impressive, and with one of the best DC game stories since Arkham, Suicide Squad Kill the Justice League is a much better game than we expected. Fait que je vais lire un excerpt du review. Fait par Jordan Midler. Sont payés. Mais non, tabarnak. Si tu arrêtais de dire que les reviewers sont payés, là. Suicide Squad Kill the Justice League is visually stunning anti-hero romp that's fun to play, even if the things you're actually doing are somewhat repetitive. Rocksteady's Arkhamverse comes to a close in style without fully succumbing to the live service demons. Eux, ils ont eu des copies. Maybe, je sais pas. Leur attente, c'est sûrement très basse. Mais c'est ça. Quand si t'as suivi la couverture du jeu, là, les attentes sont pas très hautes pour ce jeu-là. Fait que extremely visually impressive Arkhamverse characters get a fitting farewell. Gunplay is enjoyable. Smart use of DC Comics lore for the endgame. Great writing, repetitive missions, and expensive microtransaction costumes. Ben c'est ça, quand le highlight c'est better than we expected, là, ça démontre un peu l'état, le discourse derrière le jeu, effectivement. What's up, Spiky Pigeon? Il aurait pu ouvrir les serveurs une semaine d'avance pour les reviewers, au moins pas comme si ça allait ruiner WB. Yeah, puis c'est une chose qui se fait là. Genre, je me rappelle plus qui a mentionné ça, mais Diablo 4, l'été dernier, ils ont littéralement ouvert des servers spécifiquement pour les reviewers. Comme pour qu'ils puissent tester le jeu et voir ça a l'air de quoi avant le lancement, pour après ça, poster leur couverture. Ça se fait. Juste que WB Games beat WB Games. C'est vrai ça, j'allais dire, il y avait des reviews de D4. Qu'est-ce qui se passe, breaking news? What do we got? Block. New guitar controller. Wait, what? Where? Nous interrompons cette diffusion pour une présentation spéciale. Oh my god, it's happening! We are back in the plastic era of gaming peripherals, les amis. PDP ont annoncé un wireless guitar controller de Riffmaster pour PlayStation et Xbox. Hein? En gros, fuck la Switch. I am so ready. Yes, pour Fortnite. Pour Fortnite Festival. Ils ont même fait un official reveal trailer. Oh my god. Cette tune évoque des vibes OG. En plus, c'est wireless. Audio controls. Tu vas même mettre un audio jack. Wow! C'est game changer le stick là-dedans, là.
C'était wireless à PS3. Ben, moi, là, guys, vous saurez que quand je jouais avec Guitar Hero, ma guitare avait un fil, ok? Sorry for being very old. T'as hâte de faire des runs de Dark Souls avec ce controller-là. Yo, IGN a le new look. Attends, faut regarder ça, What's là. up, everybody? What Benjamin the Watts here. fuck? And why am I holding a musical peripheral in the year of 2024? Well, this is the Riffmaster wireless guitar by PDP. Yo. Now, this is compatible with Rock Band 4. You know, Rock Band 4, the 2015 game. Well, if you make your logic leaps with me, Rock Band 4 was made by Harmonix, and Harmonix in 2021 was bought by Epic Games. And Harmonix just produced inside the Fortnite metaverse Fortnite Festival, and this little puppy will be the first compatible controller anticipated for Fortnite Festival when they announce compatibility. Ooh, let's check it out. Now, with any musical controller, if you're going to put it out to a mass market, it has to be usable by lefties. Please don't make me righties. play And thank Fortnite. goodness this one is. Now, obviously, one of the best features of this is that Je it's suis going curieux to c'est have cool a le price massive point, man. 36 Si genre en bas de 100 hours of piastres, battery c'est life sûr je la built in, jette. so you can rock out for your heart's content. C'est There's sûr. no way this battery is going to die Sûr on et you on a certain. night session Hashtag if you coverage, start les fully amis. charged. What are you rocking out for days? You nuts? All right, so let's take a look. We've got the head of the guitar up here, obviously with your tuning keys, not real. Now, it's easily detachable because that's how these things come. We're going to move down here to the neck of the guitar. We've got our top frets, traditional from what you're used to seeing in all your rhythm games. We've got green, we've got red, yellow, blue, and orange. As we move down here, the frets, we're going to get to our riff section. Well, that's what I call it. Il y avait ça dans la guitare de Rock Band, right? Les bottom frets. The buttons are closer together and give you that. Oh, moi j'étais fort à Guitar Hero, là. Now let's move into the body of the guitar, which if you've ever played a rhythm game, je me is souviens very plus, fait longtemps, familiar. man. We've got our whammy bar, we've got our strum bar, which this strum bar is actually a lot softer than I remember the traditional musical peripherals being. It helped actually immerse me when I was playing on Rock Band 4. There's no clickety-clack. There's no click, click, click. Listen. Ah, j'aime mieux ceux qui font des click sound. You're going to see that you're going to get your console button here, PlayStation button here, Xbox for the Xbox version, obviously. Menu, we've got sharing, we've got a D-pad. Ouais, effectivement, c'est plus proche de celle de Rock Band. True. Ouais, exact, Line Dream, c'est direct celle-là que j'avais. Compatible with both PS4 and PS5, you can actually toggle which console you'll be playing on. PS4, PS5, PS4. PS5. It has a USB-C charging port. That's where you're going to charge up to 36 hours of battery life. Obviously, we've got our strap here that's going to connect to there. But also, we have a headphone jack. So you can actually plug yourself directly into your controller and be rocking out silently from the comfort of your own room, your lounge room, not disturbing Quand même nice. Il y avait pas ça, il me semble qu'il n'y avait pas ça dans les autres guitares. Pets get bothered by rhythm games? I'm sure some do. Then we have our faceplate here, or pick guard, however you want. This is actually removable. Imagine if it wasn't removable, I just ripped it apart. But it is removable. And I actually believe this will be used for custom faceplates to really give your controller the personalized touch. That felt good. That was a very ASMR. Just Now, if we take a look at the back of the guitar, the first feature I recognize is this little joystick c'est la première fois que je vois ça. of the guitar, helping to navigate around your console as needed. And I'm sure if you do get to play this in Fortnite Festival, this will be really easy for emotes while you are playing your song choice. Love that. It also has a really easily collapsible neck here for easy storage. Boom. Look at that. Wow. Nice. So from my experience playing with the guitar for an hour or two with Rock Band 4, it has a great feel and feels like a modernized version of these instruments. It has a great weight to it. I love the quality of life improvement. What are you doing? Not even playing. Customize it for myself. Oh, it does have a dongle. That was always kind of a thing with these instruments. But what makes it easy is under this faceplate, I'll look at it quickly, that you actually has a compartment. So you can place your dongle in there so you can transport it around. Ça veut You'll dire. never lose it because it'll be with your instrument Ça, itself. c'est kind of lame. And there you have it. This is the Riffmaster wireless guitar, available sometime in the spring. Price to be determined. You can play it with Rock Band 4 straight out of the box. Yeah, and hopefully soon we get announced j'imagine, for mais ça dit compatibility juste with Xbox Fortnite ou Festival. PlayStation, mais all des drivers que tu peux
That's how rockstars sound, right? All right, have a good one. Genre pour Clone Hero aussi, là. Les jeux de même, ça doit être compatible. Mais c'est ça, c'est the first controller design pour Rock Band 4 et Fortnite Festival. Fait que ça fait ces deux jeux-là en tête. Fait que on sait pas le prix, on sait pas quand ça sort, mais on sait c'est quoi. Look out for more details par rapport à ça. Bon, ok. Où est-ce qu'on était rendu là sur notre Suicide Squad Impressions Roundup? Ok, oui. Là, on est rendu à Actual Negative Impressions, ok? On a Dreamcast Kai qui a posté sa vidéo hier soir disant I tried to like Suicide Squad, Kill the Justice League, but the game is just painful. Je l'ai écouté hier avant de me coucher là, puis it's a pretty funny stuff. On l'écoute. Commenter son impression. This game is honestly one of the worst things I've ever played in my life. Voyons, si mon ordi aujourd'hui il rush, what the fuck? Boss fights to the cringy cutscenes to the incredibly basic gameplay itself. It is a dumpster fire. It is just such an incomplete catastrophe. I'm shocked they decided to release it. I've been playing Suicide Squad Kill the Justice League. I just sat down and put about 6 hours straight into it, and I'm about halfway through the main story. I've done some side quests, and to be honest, I'm ready to delete it off my PlayStation 5. It's just so bad. I can't imagine playing another second of it. But let's pick that apart. That must be pretty bad. Guy. If you could, give this video a like and subscribe if you haven't already. So, let me try and discuss this as uncritically as possible. I spent my own money to do this video. So Man, il y a un bout dans la vidéo que j'ai littéralement burst out laughing out loud, là. Genre que j'ai littéralement scream laughing, là. Wait for it, it's coming. Trying to go into this unbiased. I love the Arkham games. I think they're probably the best superhero experiences we've maybe ever gotten. Playing as Batman, sneaking around, doing 50-hit combos, and trying to take down all sorts of different villains is such a great experience. This game, Suicide Squad Kill the Justice League, is technically a sequel to that. Dropping left and we are right. now killing Batman. And Superman and the Flash and Wonder Woman were killing the entire Justice League because Brainiac at the beginning of the game has come down from space and corrupted the minds of the world's greatest heroes, and now us, as the Suicide Squad, have been roped into trying to take them down. So I want to talk about the gameplay, and I want to talk about the story in separate chunks because I have some very direct criticisms of both. I want to talk about what parts of them work and don't work because there is a sliver of goodness here that I think is actually kind of impressive, but for the most part, this is just a mess. So, when it comes to the combat of Suicide Squad Kill the Justice League, it's just your standard, always online looter shooter. You just do very short missions that are all the exact same. Literally, in the first 6 hours, every single mission is just killing the same 5 dudes. It's Brainiac's little weird mind control minions. Some of them are snipers or melee dudes, but they all look identical. There's some brutes and stuff, but you just shoot them or melee them to take out their shields, and then they're dead. That's it. This is the entire game. Literally, the entire game is just, hey, defeat 3 waves, dismantle this gun, shoot this weak point, and then traverse to the next location. This does take place in Metropolis instead of basically your standard Gotham City adventures or Arkham Asylum, but every mission, you kind of just fly to it, defeat 3 waves of enemies, and then get a random gun. It is so painfully basic. I genuinely am confused by it.
Now, there's 4 different characters that you can play as. There's Deadshot, the Master Assassin, King Shark, the evil king of the ocean. There's Harley Quinn, obviously, who's been already seen and witnessed in the Arkham games. She's very badass here. And then, of course, there's Captain Boomerang, who, for some reason, just never even throws his boomerang. Mais genre, ris-tu parce que t'es pas d'accord? Je sais pas joué au jeu, je pourrais pas te le dire, là. Ça fait juste rire de comment qu'il l'amène. The Master Assassin of Deadshot is using things like sniper rifles and assault rifles, whereas King Shark is juste using normal guns. Alpha, là. Harley Quinn is using pistols and tiny little handheld stuff, and Captain Boomerang uses shotguns for some reason. None of this makes a damn bit of sense. You're like throwing grenades and doing melee combos. The characters do play slightly different, which I'll admit I didn't expect. They have different traversal methods, so they're using a grapple hook or a super jump, or obviously I mostly played with Deadshot and he's got a jetpack, but this just never feels fun. The biggest critique I can say about this game is that it's just straight up boring. Defeating bosses, seeing some crazy cutscenes, exploring some cool parts of Metropolis to get some hidden unlockable item, or even doing Riddler puzzles and stuff. It's never fun. It's never like cheer at the screen. It's never great to get that next unlockable or upgrade your weapon. Everything is just so paper thin, and I do think a lot of that comes down to the fact that the story makes no damn sense. How are we following up the Arkham games? To be fair, ok, moi non plus je comprends pas comment qu'on s'est ramassé là dans le Arkhamverse. Comment qu'on a passé de Arkham Knight où est-ce que Batman est censé genre mourir, right? Il fake his death or whatever. Et là, genre Brainiac comes to Metropolis, contrôle le Justice League, puis on joue le Suicide Squad. Effectivement que c'est bizarre comme décision. J'imagine que Rocksteady avait des justifications derrière tout ça. With Batman being the main villain. Now, je sais que c'est pas pour moi, je pense que c'est juste pas pour Dreamcast Guys, c'est tout. Ben c'est ça. Ça dépend vraiment de quel genre d'expérience on cherche au final. But even from that standpoint, it just feels weird to hear the Batman that we have been playing for over 10 years, and now he's killing cops, he's destroying civilians, he's torturing people, he's working for Brainiac, he's trapping the other members of the Justice League. And then, okay, this isn't a spoiler, it's called Kill the Justice League. You kill all the members of the Justice League, and a lot of times, not only do they die like bitches, it just feels weird because everybody will not stop. Wait. Let's back up. C'est ça peut-être qui m'a fait crack up hier. Écoutez ce qu'il dit, ok? All the members of the Justice League, and a lot of times, not only do they die like bitches, it just... What the fuck do you mean? They die like bitches? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ok, je m'excuse, ça m'a juste trop fait rire hier. J'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est drôle? Feels weird because everybody will not stop making jokes. I've talked about this in other videos, but it just kind of annoys me that when people try to write comedy these days, it's just joke. And none J'ai of them l'impression are qu'ils essaient de funny. faire un peu Guardians of the Galaxy, right, avec Suicide Squad. Use sophisticated words because somebody said the word like niche. Harley Quinn is constantly arguing with genre pas au même principe qu'un jeu, mais juste au niveau des personnages. And how he needs to kill Amanda Waller. King Shark keeps just being like, I enjoy sightseeing. I really like. Ouais, genre King Shark, c'est genre Drax. It literally drives me nuts when there's hours and hours and hours of jokes and none of them are ever funny, especially because we're killing the Justice League. We kill members of the Justice League and they're immediately making jokes. When they're killing characters that we love, when they're just executing Batman, they're making jokes about how Batman sucks. It's the Batman we already know.
Okay, so I know if you're buying a game called Kill the Justice League, you expect to kill the Justice League. But there are cool deaths that are well written, and then there's bad deaths that just don't work, even from a narrative perspective. Selon moi, c'est pas le worst game of all time. To see genre, characters une completely exagération. act in a way that doesn't really fit their own narrative. Look, I read a lot of Batman comics. I've seen Batman fight aliens. Batman's obviously done a lot of weird stuff, so I don't have a problem with Batman being bad. There's a lot of evil incarnations they've done of characters like Superman and corrupted Wonder Woman and dark evil Flash. My problem is that they're just so badly done. It's cartoonish to watch them just become like, oh yeah, I'm evil Flash, which now means I like to vaporize people and torture them to death. Okay, that's great. But then when the entire game is this one joke, this one narrative, this one focus, and none of it lands, drives me nuts. All right, you know what else sucks about this? The always online aspect. This game right now is getting mass refunded on Steam. It's getting mass refunded all over the place. I'm probably going to try and request a refund, and that's because the servers keep going down. This is an always online experience. I paid $100 for early access to play this absolute freaking You got train wreck, guts. and then You whenever shouldn't they pay. want, they can just You turn shouldn't the game pay for off. early game Now, access. That's stupid. It's the worst thing but in additionally, gaming. Consider the implication of that. That means this game is definitely going to fail. It's going to completely crash and burn. Obviously, nobody's going to buy this game. It freaking sucks. But when it crashes and burns, does it cease to exist? Does the $100 tellement I des spent nice just quotes get dans cette vidéo-là. deleted when they turn the servers off and I can't even log in to play it for pity's sake? It just gets gone. Now, I've seen people discussing the fact that this game is bizarre because pretty much everybody that made Rocksteady and made the Batman games, they're gone. Everybody is trying to fix this game internally. It's got tons of battle passes and online requirements. The game is just straight up not ready to be played. In my opinion, after having played 6 hours of this and killed a couple members of the Justice League myself, it just feels like such a stupid project. Like, why am I just shooting members of the Justice League to death? Like, why is every single member of the Justice League's weakness is just C'est ça que je disais tantôt quand c'est pas juste hey, si ce jeu n'était pas live service, ça serait mieux. C'est juste au niveau de la vision puis le concept qui hit every pas, part genre. of this game is boring, it's bad. I don't care about the talent trees. I don't care about the weapon upgrades. I don't care about going back to base to talk to a little kid reincarnation version of Poison Ivy to work on the elemental weaknesses of my weapons and grenades and melee. Every part of this game sucks. It's difficult to even put a score on it because, quite frankly, I don't think this game is done. If I had to really put a number on this, like just go over to the ratings board and put a big score on it, I'd probably give it a 2 or a 3 out of 10. Hey, c'est quand même bas, là. On est dans le scale Stray Souls, Skull Island, Rise of Kong, puis The Day Before, là. Or maybe they'll do some That's sort crazy. of project like how at the end of the Avengers game, they patched it so you could play it offline and get all the microtransactions for free, but I mean, at this point, genre Greg Miller a dit que Marvel's Avengers est meilleur que ce jeu-là. Là. Fait que ça vous montre un peu la qualité et l'impact de l'initiative I've played live enough online service. games. I've played enough looter shooters. I've played enough to know that this is a freaking trash heap. Ah, je l'achète. Vendredi, we're playing this. What do you guys think On about va Suicide forger notre Squad, propre Kill the opinion. Justice League? If you enjoyed this video, be sure to give it a like and subscribe if you haven't already. And please keep dreaming. God, I can't believe I spent $100 on this. Oh my God. There you have it. Cependant, là, je voulais quand même faire voyons, un other end of the spectrum. Là, j'ai trouvé cette critique positive sur YouTube ce matin là, de The Order of Dylan, qui est pas très longue, fait qu'on va l'écouter voir ce qu'il en pense, puis ça va closer
pseudo review roundup impression discussion pour Suicide Squad Kill the Justice League. Welcome back to The Order. Now that it's out in early access, it's time to answer the $1 million or $70 question. Should you buy Suicide Squad Kill the Justice League? After a handful of hours in the game, I feel pretty confident in my overall stance. I've been cautiously optimistic about this game, despite the overwhelming negativity and general pessimism surrounding it, ever since it was revealed to be a live service looter shooter. So let's start there. This is quite simply going to be the biggest deal breaker for you in your decision whether or not to purchase this game. Suicide Squad has been built from the ground up as a progression-focused, loot-driven action RPG with similar gear mechanics and a focus on itemization as games like Borderlands and Warframe, with missions largely focused around tried-and-true functions like defending objectives, clearing out enemies, and delivering items from one point to another. Blend that in with a mix of the frenzied traversal elements of a Sunset Overdrive or a Crackdown, and you've got a pretty clear picture of how Suicide Squad feels to play. This is a game in which gunplay is interwoven with movement to form a pretty chaotic but thrilling combat system that forces you to be on your toes and, well, in the air. Verticality and proper positioning are everything, mixed with constant repositioning, so don't expect an on-the-ground, tactical, cover-based shooter. The game is proudly frantic in every conceivable way as you mix shooting with melee attacks, grenades, and traversal-based finishers. It combines to form a pretty cool symphony of combat. Back to the loot. If gear rarity, weapon perks, crafting new weapons, re-rolling perks on weapons you've picked up or crafted, legendaries, all of that, if all that sounds like your kind of fun, then Suicide Squad is your kind of game. It scratches a lot of the same itches that the Borderlands franchise hits, with new guns, melee weapons, and grenade mods having a significant impact on your playstyle. For those who have been quick to compare this to Marvel's Avengers, this is where the biggest distinction lies. Gear and loot in Suicide Squad feels much more important to how the game plays than in Avengers. Weapon perks offer unique benefits that actually alter the way your character functions in combat and aren't just there to pad your stats or increase your gear score. The gear doesn't feel arbitrary. Simply put, this game feels much more in line with what you'd expect from a typical looter shooter than the awkward itemization systems in Avengers. It's why I don't think there's any real comparison between the two games. Saying it looks or feels like Avengers is just a surface level observation, entirely based around the fact that they're both superhero themed live service games. But that's really where the similarities end. If the RPG looter elements don't interest you and you're only concerned about whether or not the story is any good, well, your mileage may vary. I'm happy to report that Suicide Squad boasts some pretty stellar dialogue and voice acting that makes every single cutscene a fun experience. $20 the right there. banter and comedic energy between the squad just flat out works and makes for some really hilarious moments. I've been laughing throughout my entire time playing this game. That being said, there are plenty of twists and character turns that are quite simply going to rub people the wrong way. The whole conceit of this game is that the Justice League have been brainwashed and you have to take them down. So if the sight of Batman, voiced by Kevin Conroy in his final performance in the role, holding a gun and murdering people is a deal breaker for you, then this isn't going to be your game, period. While the game did have a pretty rocky start to early access, with a massive glitch causing the servers to be down for nearly 12 hours, overall performance has been pretty solid for me. Stable frame rates on PS5 and little to no bugs or crashes after hours of play, and online co-op and crossplay have worked pretty smoothly. Look, I'm painting a pretty rosy picture here overall because, well, I'm largely happy with Suicide Squad Kill the Justice League thus far. It's delivered on pretty much all of my expectations. On voit que les perceptions et les opinions changent. For better or worse. And that's where, again, your mileage may vary. Should you buy this game?
Well, I think the answer to that lies in 3 questions. Do you love DC Comics and DC characters, and are you prepared for a typical story featuring those characters? I do. More importantly, do you love looter shooters Not and really. grindy stat-driven RPGs? Not really. If the answer to those questions is yes, then you should theoretically enjoy Suicide Squad. But if you're not invested in this world or the loot-based gameplay, then this may not be the game for you. It's as simple as that. As a standalone looter shooter experience set apart from the DC lore, I think the combat is enjoyable enough to recommend it on its own, but again, say it with me, your mileage may vary. What is the biggest factor in your decision whether or not to buy Suicide Squad Kill the Justice League? Let me know in the comments below. If you found this video helpful or insightful at all, be sure to hit it with a like and subscribe to the channel for more gaming coverage and insight. Until next time, have a good one. Comme vous pouvez voir par sa critique, effectivement, c'est la définition de your En fait, on vient de le voir là, au travers des dernières minutes, là, c'est la définition. C'est un jeu où est-ce que c'est your mileage may vary. C'est pas un titre qui va être apprécié par tous. Ça va être intéressant de voir au niveau des ventes, là. Parce que Warner Brothers a des grosses attentes envers les ventes de ce jeu-là. Ça va ressembler à quoi? Puis est-ce que justement ils vont continuer avec des initiatives live service suite à tout ça? Wait, là j'avais un article qui parlait de Kevin Conroy. Je l'ai-tu mal placé? Il n'est pas dans mes onglets. Attendez. Parce que là il disait justement que Suicide Squad Kill Justice League c'est la final performance de Kevin Conroy. Ah, there it is. Je sais pas pourquoi je l'avais pas dans mes affaires. Ah, parce que ça a été effacé. Ok, attendez. On va le trouver ailleurs. Kevin Conroy. Final Batman Role. Fait qu'on a un report de Games Radar, there you go. Kevin Conroy's final Batman performance isn't in video game Suicide Squad Killed Justice League. The late Batman actor is set to posthumously appear in 2 more projects qui sont des trucs animés. Fait qu'on a Batman the Animated Series iteration of the DC hero and the 3rd part of the upcoming animated movie Justice League Crisis on Infinite Earths later in 2024. Et l'autre, c'est... Ça, on avait un autre. Conroy signed honestly with Batman Bruce Wayne, having voiced him in 3 decades across multiple movies, series, and video games. Also has a speaking role in the upcoming Amazon animated series Caped Crusader. It's not clear whether he will see a reprisal of his role of Batman or in another speaking part. Like, there you go. You'll hear Kevin's voice ailleurs également. Là, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. I still have some tabs to cover. Je voulais regarder le Apple Vision Pro, though. God damn. Man, le temps a même passé vite aujourd'hui. What the fuck? Est-ce que... Do you care about this chat? Est-ce qu'on skip puis on speedrun le reste? What do you want to see? On peut toujours le couvrir demain dans le pire des cas, là. Ouais, je pense que je vais le remettre à demain, le segment dédié à Apple Vision Pro. Fait que le headset de Apple. Avoir des impressions par rapport à ça. Parce que je veux voir là, if it's worth all that hard-earned money. Fait que vu qu'on est serré dans le temps, on s'en rejase demain lors de la Victime Minute. Je vais speedrunner quelques articles de nouvelles parce que c'est déjà 11h46. Donc, Starfield's biggest updates maintenant disponible pour les joueurs PC et Xbox. Donc enfin, après nombreux délais, it is here. Fait que après aussi là, le rollout sur le Steam Beta. Maintenant disponible. According to Bethesda, the update includes over 100 fixes and improvements which are detailed in the official patch notes. As we noted last year, we continue to have a steady stream of updates about every 6 weeks. So if you don't see your issue addressed, don't lose faith, Bethesda said. Keep sharing your feedback and issues so we can do our best to prioritize. Fait que, there you go. Aussi, Xbox, ce matin, ont annoncé des new Vapor Colorways pour Xbox Design Labs.
Fait que l'initiative où est-ce que tu peux personnaliser ta propre manette d'Xbox, justement la mienne que j'ai reçue, hein, comme cadeau de la part de Xbox last year, a été fait de travail de Design Labs. Fait que là, t'as des genres de Vapor, Spell Dream, machin chouette, là. Fait que d'autres genres de style visuel que tu peux mettre sur ta manette, which is pretty cool. Ensuite de ça, Modern Warfare 3 War and Warzone Season 2 will begin February 7th. Donc, on a eu Season 1 Reloaded last week, le 2 semaines. Le Season 2 pour Modern Warfare 3 et Warzone 2 va sortir le 7 février avec un paquet de nouveaux contenus et un crossover à thématique Walking Dead. Vu qu'on a la série Walking Dead, The One Who Live next month. Fait que Rick Grimes will be in Call of Duty. On a un petit teaser qui highlight tout ça. Yeah, Vladimir Makarov est dans Walking Dead. That makes sense. Avec une autre collaboration avec une propriété intellectuelle qui est sur la télévision. Ouais, dernièrement, on a eu The Boys, la collab avec The Boys. Fait que surtout de Walking Dead d'être intégré dans Call of Duty. Next up, on speedrun comme j'ai dit. Evo Announcement Show pour l'édition 2024 va avoir lieu le 6 février à compter de 20h heure du Québec. Donc pour les gens, les FGC heads out there qui veulent savoir c'est quoi les jeux qui vont être mis en vedette lors de la prochaine édition de Evo, ça va se tenir à cette date-là. Donc Tekken 8 probablement, Street Fighter 6, what else qu'on a eu? Mortal Kombat, ça c'est tous des jeux qui risquent d'être mis en vedette, mais il y a aussi les autres anime fighters là. Et est-ce que Smash va être mis de l'avant lors de Evo? Parce que Evo appartient maintenant à PlayStation, fait comme il me semble que last year Smash même Smash Ultimate là, pas juste Melee, mais Smash Ultimate a juste été coupé de l'événement. Donc ça va être intéressant de voir qui au final ou quels jeux au final vont être mis en vedette lors de Evo. Là, on va juste skip this là, parce que je l'avais mis, puis c'était genre fait d'hiver, haha, il y a beaucoup de news aujourd'hui, finalement, il est presque déjà midi, fait que we will just glance at that. Mais apparemment, Pokemon quitte Twitch, fait que is this the end of Twitch? What's going on? Genre, une des plus grosses créatrices de la plateforme quitte, ou semble quitter là, elle a tweet out the end of an era. Twitch has been my home for a decade, but it's time to say thank you for all the memories and love during my League, Fortnite and Among Us days. Là, je pense qu'on va faire une annonce aujourd'hui. My guess est qu'elle va transfer over to YouTube. Parce que Kick would not make sense là, vu qu'elle a critiqué toutes les gambling streams. Puis là, d'aller sur une plateforme où est-ce que le gamble, où est-ce que c'est financé par des casinos et stake.com, ça serait pas le meilleur look. Ok? Fait que on s'en rejase par rapport à Pokémon. Côté Game Announcements, Trailers, New Dates. On est-tu rendu là? Ah non, c'est vrai. C'était le segment pour vous rappeler que State of Play is happening later today. Donc 17h heure du Québec. Je travaille, on l'écoutera pas en live. Fait qu'on va recap demain. Fait que si vous écoutez pas de stream ou vous faites autre chose ce soir, don't worry, your boy will hit you with the recap demain pour commencer la VIICTIIMINUTE. Fait que regardez les trailers, discutez de tout ça. Et si vous vous demandez qu'est-ce qui va être montré lors du State of Play, ben je vous invite à écouter la VIICTIIMINUTE d'hier où est-ce qu'on break down pas mal tout ce qui est pseudo
confirmé, encore une fois, disponible au travers de YouTube avec les timestamps pour avoir le segment spécifique relié à ça. Et aujourd'hui, en plus de ça, c'est le 27e anniversaire de Final Fantasy VII. Donc, c'est Final Fantasy VII Day. On risque de voir FF7 Rebirth ce soir. Est-ce qu'on a une démo qui va shadow drop? Maybe. Square Enix a publié en fait, Yoshinori Kitase, le réalisateur de FF7, a publié un message disant: The 31st of January 1997, the day that Final Fantasy VII came out, was not just a significant day for the Final Fantasy series, but also marked when so many big things started moving for those of us who worked on the game. I remember being overwhelmed at the breakneck speed with which video game technology was evolving, but also dreaming big things for the future. With the establishment of this official anniversary day, I will now always remember these things and hold them dearly in my heart. Puis apparemment, c'est officially registered comme étant FF7 Day in Japan. Fait que c'est genre quasiment un holiday, là. Je pense pas que le monde ont congé, là. C'est pas un jour férié. Mais c'est une journée qui est honorée au travers du Japon. Maintenant, côté game trailers, announcements and all that stuff, we got the BlazBlue Entropy Effect 1.0 launch trailer qui a drop. Fait que le jeu sort d'Early Access today, qui semble être un roguelite action platformer. Je sais pas qu'est-ce que mon ordi est aujourd'hui, mais aussitôt que je mets un vidéo sur YouTube, ça lag comme le calice, mon gars. Annoncer les jeux PlayStation du mois prochain. On le couvrira demain, le faut que je wrap it up. C'est un adblock sûrement sur... Hein? Wait, c'est un adblock sûrement YouTube qui ralentit ton PC. T'es-tu sérieux? Is that a thing? What? J'ai su ça aussi. Hein? Oui, c'est vrai. Sinon, les motherfuckers, what the fuck? Va faire sauter mon CPU à cause que j'utilise Adblock? I got a show to run. Je peux pas avoir une pub de 15 secondes avant, là. What the fuck is this? Arc. Well, that sucks. Ensuite, MLB The Show 24 a été dévoilé, annoncé et a eu sa date de sortie. 19 mars sur Xbox, PlayStation et Switch. Encore une fois, Day 1 sur Game Pass. For the second year in a row, les amis. Genre, moi aussi, j'avais Adblock d'activer sur YouTube, ça laguait. Puis quand je l'ai enlevé, ça fonctionnait correctement. That's wild. C'est ça, moi, je suis en mode, va falloir que je baisse ma qualité de stream, man. Mon baisser mon encodeur, une chute. Own the show. Like, there you go. Vladimir Guerrero Jr. va être le cover athlete pour MLB The Show 24. Est-ce qu'on a d'autres détails? Est-ce qu'elle essaie de faire passer le code des pubs? Ah, c'est pour ça. Pre-orders for the game, which is developed by Sony's San Diego studio, are now open. PS4, Xbox One and Switch version of the title will cost $59.99, donc $60. Et current gen va être $69.99 US. Fait que le standard qu'on voit déjà à l'heure actuelle. MLB The Show 24 marks the franchise's third appearance on the Nintendo console and its fourth on Xbox systems.
As was the case with the last 3 series entries, the standard edition of MLB The Show 24 will be included with Xbox Game Pass on day 1. Oui, ça fait 3 ans. Je pensais que ça faisait juste 2 ans que... Je pensais que cette année, c'était la 2e année. Il va y avoir un Collectors qui va être révélé le 6 février as well. Fait que pour les baseball people, there you go. MLB The Show 24. Small Land Survive the Wilds qui est paru late last year en Early Access. Sort sur console et aussi en 1.0 le 15 février. Un survival game. Ma blonde elle m'avait dit qu'elle voulait jouer à ça. Mais ouais, je le vois là, mon CPU il jump. Aussitôt que je joue une vidéo YouTube là. God damn it. Désactive l'accélération matérielle. Ça le fera plus. Alright. Je pense que je l'ai déjà désactivé. On est désactivé le hardware acceleration. À moins que c'est quelque chose d'autre là. Ils ont trouvé une autre façon. Am I gonna have to pay YouTube Premium là? God fucking damn it. Ouais, le hardware acceleration désactivé parce que si tu as Twitch et YouTube vert, les deux s'aiment pas, ça fait bug des vidéos YouTube, yeah. That I know. That I know. Fait que Small Land Survive the Wild en 1.0 in a couple of weeks. Ensuite, we got the Skull and Bones Open Beta trailer. Woo! Fait que Open Beta qui va se tenir du 8 au 11 février. We got another trailer for this game. Let's go. C'est un short trailer en plus. Destiny is calling, and our names are on her lips. Oh, j'ai une réponse pour Final Fantasy VII Rebirth. We are sending this along to our influencer team for review. Nice. Ça, c'est encourageant. Le writing is not on the wall. On n'a pas secure the bag encore, les amis. Mais on a une réponse. On est sur le droit chemin. On est sur le droit chemin, les amis. Skull and Bones, Max. Yes. Can't wait to play that. Ok, ship-moi ton code. Non. Ça montre, je suis tellement pas le joueur pour ce jeu-là. Ça va être un autre... Ben... Peut-être, ça va être un autre jeu qui va être comme en mode your mileage will vary, mais j'ai l'impression que ça va être plus négatif. For reasons qu'on sait déjà. Skull and Bones, ça a l'air d'un jeu. C'est déjà plus qu'il y a genre 1-2 ans. True. True. True that. Ensuite, on va être dans les temps, les amis, là. On va être dans les temps. Devolver Digital qui ont annoncé cette semaine qu'ils allaient annoncer un nouveau jeu. Avec New Game Announcement. Là, hier, ils ont publié ce teaser-là qui montre sweet fuck all, ok? C'est bizarre. C'est black and white. C'est genre... instrumental. I don't know how to call it. Un tease de quelque chose là. Embrace a new natural way of living no matter who you are. Ouais,
Something's happening. Y a-t-il quelque chose d'autre qui est sorti? Nope. Tabarnak. Alright, next up. On a Captain Velvet Meteor qui arrive sur Xbox et PC le 1er mars, déjà disponible sur Switch, et Crunchyroll Vault, pardon. The Return of Mise. C'est genre un turn-based tactic game si je me trompe pas. Looks like a tactics game to me. Mais ça a l'air d'être dans un genre univers d'un anime. Genre Captain Velvet. Y a-t-il du monde qui connaît ça? Nathan fait constant intro card des films de Marvel. C'est vrai, hein? Ben coudon. That's a game that's releasing soon. Next up, Dark Life Excalibur prévoit une sortie en Q2 2024. Got word from Zero Studios that Dark Life X should be released this year around April to May on Steam, Epic Store, PS5, and Xbox Series. This dark action adventure title is described by its dev as a tribute made by and for Souls Saga lovers. Et pour les Souls players out there, peut-être un autre jeu à surveiller. And with an original twist on the origin of Excalibur's story, the game promises a big emphasis on its weapon customization system. Will the game follow in Lies of P and Lords of Fallen footsteps and become the first great Souls-like of 2024? The answer in a few months. Let's go on a trailer or something. Man, leur website est faite par Wix. Et là là. Let's see. What does this look like? The man who wields the sword created with the blood of the first. What did you call it? Excalibur. When I was born. Parce que voice acting, on n'est pas du côté de FromSoft. And such a prophecy never existed. Indie devs droppy. Tu peux vraiment leur blâmer là. Tu peux pas les blâmer ben ben. Only to die. Just surrender. Give it to me. And just die. Fragile knight. So go ahead, Daredevil human. Show your worth. Ça va être cheapo un peu là.
suis pas convaincu. Yo! Ok, il y a de quoi qui clashait avec genre, il y a de quoi qui clash avec la direction artistique, là. Genre, ça fit pas, ça. Genre, ouais, le fucking America Eagle. Oh my god, that's funny. Yeah, je pense pas que ça va être genre Liza P, Lords of Fallen Quality. Sadly. Moving on. Concernant Steam Next Fest, moi ça me hype excessivement là. On va avoir une démo pour Tales of Kenzera Zo. C'est ça le nom, me semble? Tales of Kenzera Zao, qui sort en avril. Jeu qui avait été dévoilé lors des Game Awards, comme un Metroidvania, venant de EA Originals. Très cool, fait que we'll definitely download that pour Steam Next Fest. Je vous rappelle que next week, là, on va avoir un stream dédié à couvrir les démos du Steam Next Fest. Quand? Elle sait pas, mais on va le couvrir, le fucking événement, là. Alright? Last Gaming News pour aujourd'hui. Je voulais regarder ça de Vampire the Masquerade, là, mais on est serré dans le temps. Gotta wrap it up. On va l'écouter demain. C'est pas la fin du monde. Destiny Cross Mass Effect skins coming on February 13th pour Destiny 2. Fait que si vous voulez avoir l'air de Commander Shepard, Liara, and whoever this is, ça va être le 13 février du côté de Destiny 2. Hot take, les devs devraient arrêter de faire des Souls-like parce que c'est trop difficile pour un studio indie. Ceux qui réussissent sont plus une exception à la règle que la preuve que c'est un genre populaire. On entend Coquinou éternuer in the background. Yeah, ben, c'est parce que. C'est ça. C'est pas parce que Roundhouse Studios est capable de faire Lies of P que toi t'es capable de faire ce que eux ils ont fait. Puis de recapturer le Souls vibe. Genre, Lies of P là. Pour vrai, comme j'ai dit quand j'ai fini le jeu, on dirait qu'ils ont pris le source code puis ils ont juste fait leur propre thing. C'est fou ce qu'ils ont fait avec ce jeu là. Côté divertissement, hey, je pensais qu'il allait avoir rien aujourd'hui. Quand j'ai fait ma planif hier, j'étais comme j'ai rien. Finalement, got 2 tidbits of news. Denis Villanueva says Dune Messiah will be his final Dune film if it gets greenlit. Donc, on risque, d'après moi, d'avoir une troisième partie à Dune suite à Dune Part 2 qui sort le 1er mars. Fait que ce serait Dune Messiah. Pretty sure it's gonna be greenlit. Right? Le hype est présent pour Dune Part 2. Can't wait to see that in the cinemas. Et dernier point pour aujourd'hui, le trailer de Abbott Elementary Season 3 qui sort le 7 février sur ABC. Fait que ça c'est genre Cable Network Comedy Show. What? No comment about Gregory being FOIN fine. No, that is highly inappropriate. 1, 2, 3. I went to Harvard this summer. I've learned what it truly takes to do the job of a principal. Break it up, slackers. I got cameras all over this joint. She must be stopped. Oh, yeah. Trying out cursing, you know, see how it goes. Oh, no. What? Gregory and I are good. Wait, c'est genre The Office, mais dans une école? We cannot stand any more of this new Ava, and you are a very powerful tool. All these rules are so hard. Here's a rule. Put your arms away, Jeremy Allen Black. You guys missed a lot. Bon show de Cable, yeah. Son of a... The Office, mais c'était pas drôle. Hey, ça a gagné plein de prix cette série-là. Là. Come on now. Fait que le 7 février, next week on ABC. I'm gonna wrap this bitch up really quickly, guys. Donc, on se revoit demain pour notre recap de State of Play. Désolé que je dois cut it short, mais I gotta leave right now. Ça va être en retard de ma réunion. Fait que, on se revoit demain pour le State of Play recap puis toutes les affaires que j'ai skip aujourd'hui là. Don't worry. On va couvrir Vision Pro, Brothers A Tale of Two Sons Graphics Comparison, puis Vampire the Masquerade, puis toutes les autres actualités. Ok? On est serré dans le temps. It is what it is. So many news, so much coverage.
qu'est-ce que tu veux, hein, parler de fucking 40 minutes de Ubisoft, puis qu'est-ce qui se passe, c'est ça que ça donne. Can't help it. Donc, je rappelle que VIICTIIMINUTE est disponible où est-ce que tous les podcasts audio sont disponibles ou diffusés. On est aussi en rediffusion vidéo sur YouTube et Twitch, si jamais ça vous intéresse, avec les timestamps. Donc, youtube.com/victim, twitch.tv/victim. Sauf que Twitch n'a pas les timestamps parce que c'est pas aussi bien développé ou aussi assez développé, je devrais plutôt dire. Fait que bon state of play, enjoy the announcements. Comme j'ai dit, moi je vais être on the sidelines à react à tout ça, probablement sur Twitter. Fait que suivez mon Twitter pour des petits reactions et voir si toutes les affaires que je dis depuis 2 jours sont véridiques ou ce que l'internet dit que je rapporte par la suite est vrai. And yeah, merci d'avoir été là, merci d'avoir fait partie du show et de la discussion. Encore une fois, shout out à mon 3e anniversaire de partner sur Twitch ici même. Still rocking this shit depuis presque maintenant 7 ans. And 3 years en tant que partner. That's what it's all about. On va aller raid Alex, ok? Faut garder la streak de raid alive. On raid Alex qui est dans sa dernière journée de grainage. Fait que allez donner votre support, du love pour son projet. Moi je dois filer. Alright, peace out, bonne journée. Bye!